Émission 949. Cette semaine, Spider-Man Superman, numéro 1. Oui, numéro 1, c'est ça, oui. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Fuck it, après 249, on s'en sac. Sais-tu qui est numéro 1? Non. Nous. Ah. Nous, on est numéro 1. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble? Ensemble! Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres, certains sont plus Team Spider-Man, d'autres sont plus Team Superman. Oui. Ouais. Ah, moi, on parle de moi, là. Ouais, on parle plus de toi dans ce cas-ci. Parce que t'es Lex Luthor. Exactement. Il déteste Superman, pour vrai. Le premier, sa kryptonite, c'est le soleil. Antoine Pontbriand est avec nous. Salut, Antoine. Je me suis mis de la crème solaire aujourd'hui pour une course que je suis allé faire à Laval. Puis il n'y avait pas de soleil, mais il y avait le désavantage de la crème solaire qui me coulait dans les yeux quand je suais. Oui, c'est agrément. Et le second, le dernier, sa kryptonite, c'est Superman. Johan Carloussel est avec nous. Oui. Salut. Oui. Oui, il me rend faible. Il te rend fait. Parce que le comic de cette semaine, t'es un peu, je sais pas. On va en parler tantôt, mais Oui, pas moi, vrai. personnellement, j'ai pas tant apprécié ma lecture. Ouais. Puis je veux pas... On en reparle entrer. tantôt. On en parle tantôt. Bon. On pique, hein, on parle fort. Johan parle fort. J'essaie de baisser ses volumes. Ça fait longtemps qu'il est dans l'émission. Fait que je suis pas habitué. Absolument, je le mets à peu près là. Hey, mais moi, je suis super content que tu sois là. Oui, moi aussi. Ça fait longtemps. Ça fait du bien. Je m'excuse, je pique, hein? Oui, tu piques. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis enthousiaste. T'es enthousiaste puis t'as des acouphènes aussi. Fait que ça aide C'est pas. ça. Oui. Mais pourquoi t'es Non-stop. content qu'il soit là, Antoine? Ben, ça fait longtemps qu'on l'a entendu. Ça Oui, fait c'est longtemps que vrai. je l'ai vu Oui, aussi. Ça va être le c'est fun vrai. de jaser Mais bien ensemble. occupé. Tu peux pas te dire sur quoi Non, tu je peux jamais dire. Mais tu travailles sur Je peux quelque jamais chose, là. Non, oui, je travaille sur plusieurs choses en même temps. Et je suis maintenant le représentant syndical pour les réalisateurs du Québec. Ça fait que Nice, je félicitations. travaille Wow, bravo. très fort au sein du syndicat de la DGC. C'est donc bien cool. Je savais pas ça. Oui. Depuis quand? J'ai gagné mes élections. C'est donc bien cool. Ouais. T'avais-tu des genres de posters électoraux ou tu sais? Non. Non, ok. Y avait-tu des gens qui se présentaient contre toi qui sont Non, connus non, que non, tu non, veux non, nommer? J'ai gagné T'étais par contre, défaut. t'étais contre Matt Johnson. J'ai gagné par les deux plus beaux mots de la langue française. Défaut. Défaut. Ah ouais. C'est pas un- C'est une joke des Simpsons que Oui. je viens de mal raconter. Puis c'est juste un mot, défaut, non? Ben oui, c'est Ah, juste un c'est mot. ça, Mais ok. c'est ça la gag C'est dans moi les qui est Simpsons. calme. Mais là, t'as Puis une il est là, job, ça veut dire en plus de default. ton développement de film, t'as une job, là. Tu fais ça full-time? Non, ça me demande pas beaucoup à date. Ok. Donc, quelques réunions ici et là. Ah, ben c'est cool. Mais je suis occupé. Qu'est-ce Oui. que tu veux? Je suis un T'es homme papa. important. Portez-moi révérence, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Bon, hey, on va commencer avec toi, Antoine, pour les petites nouvelles, puis on va parler de la BD en fin d'émission, comme d'habitude. D'accord. On va commencer avec toi. Parce Ben, que tu veux c'est- commencer avec quoi, là? Ben là, c'est ça. Là, j'ai une couple de petites affaires, mais c'était pas une semaine forte en nouvelles. Non. Fait qu'hier, je suis allé voir une nouveauté au cinéma. Puis je vais en parler. Je suis allé voir le film Backrooms. Ouais, moi, je suis jaloux, j'aurais aimé ça y aller. Ouais, ben, ça donnait pas. Là, Non, je suis allé c'est ça. funérailles. Ouais, c'est ça. Qui se déroule dans des Backrooms. Oui, écoute, si je peux faire un petit aparté rapidement, c'était Ouais. dans la personne qui est décédée, qui était dans ma famille, était pratiquante, croyante, tout le kit. Fait qu'on est allé à l'église et c'est une église du quartier proche du métro Monk. Et j'ai jamais vu une église aussi délabrée de toute ma crise de vie. Ça faisait backroom. D'un, c'était comme baigné de... C'était jaune, là, comme les fameuses backrooms. Dans la lumière, était jaune. Et il y avait au moins une trentaine de boquettes dans toute l'église. Et les murs sointaient un genre de liquide qui faisait penser à de la rouille. C'était vraiment pas le fun. On n'a plus des églises. C'est Non, mais pratiquement tu sais, l'église de Prince of Darkness. Oui. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Mais il manquait mais- de Daniel Plaisance. En même temps, je suis pas surpris. Là. Je veux dire, je connais très bien les écoles publiques. Je travaille dans les écoles publiques. Je fréquente parfois des hôpitaux. Le système public en arrache. Puis je sais que traditionnellement, les églises ont plus d'argent parce que l'argent vient d'ailleurs, mettons. Mhm. Mais ça serait injuste
juste que les églises soient en super bon état, puis que pas les hôpitaux... c'est ça. Non, ça ferait aucun Ça n'a sens. pas de sens. Ouais. Fait que Backrooms, réalisé par Kane Parsons. Vous connaissez un peu le phénomène des Backrooms? Moi, oui, Le j'aime. lore? Moi, j'ai pas tant connu le lore, mais hier soir, puis c'est drôle que tu en parles aujourd'hui, j'ai installé le jeu parce qu'il est sur Game Pass. Il vient de sortir sur Game Pass. Puis je l'ai essayé, j'ai joué comme un 15 minutes. Ouais. Puis l'ambiance est cool. Ouais. C'est creepy. J'ai duré 15 minutes, je me suis fait attraper par une créature. J'ai été mangé. Ah, mais t'es chanceux. Moi, j'ai pas joué au jeu de Backrooms, mais j'ai joué à d'autres jeux de Liminal Space. Puis souvent, tu sais, comme il se passe rien. Tu sais, c'est juste, tu te C'est ça, promènes le dans des trip environnements, aussi, ouais. puis c'est un peu creepy, mais il n'y a pas d'ennemis. Ben, j'ai partagé une vidéo sur le Discord des Mystérieux Étonnants aujourd'hui qui s'appelle Dreamland, puis tu t'as commenté que ça avait l'air cool. Ouais. Dreamland est un peu un offshoot de ce qui... Est-ce que tu veux pas dire Dreamscape? Parce que moi, j'ai joué à un jeu qui s'appelait Dreamscape. Non, il n'est pas sorti Ok. encore, c'est l'annonce d'un nouveau jeu, mais lui qui est plus basé sur l'esthétique Vaporware. Ah, Vaporwave. Vaporwave, Ouais. ouais. Fait que, mais c'est un peu adjacent aux Backrooms, parce que c'est des pièces qui sont un peu inquiétantes juste par leur seule présence, puis ils ont une familiarité, mais en même temps... Il y a quelque chose rien- de off. Il y a off, c'est inquiétant, mais tu sais pas trop pourquoi. Ouais, ça c'est vient ça. réactiver de quoi dans ton cerveau qui est très, très, très primaire. Fait que les Backrooms, c'est un Ouais. peu ça. Mais ça Ben, vient c'est de- ça. ouais. Ça vient à la base d'une photo qui avait été publiée sur 4chan. Mhm. Qui montrait une image typique de Backrooms. Là, puis que je vais décrire, c'est comme un espace de bureau avec du papier peint jaunâtre, puis un semblant de une inquiétante... Une inquiétante étanchéité. Ouais, c'est ça. Là, tu sais, c'est comme... Les espaces liminaux, dans le fond, c'est des espaces qu'on a l'habitude de voir lorsqu'ils sont occupés par des gens. Puis là, quand on les vide des gens, là, ça a une qualité vraiment creepy tout d'un coup. Là, tu sais, on pense à un centre d'achat vide, une école vide. Tu sais, j'aime ça, cette esthétique-là. Moi aussi, tu sais. j'adore ça. Fait que là, après la photo sur 4chan, il y a eu des histoires, ce qu'on appelle des creepypastas. C'est quand des gens sur Internet se mettent à écrire des histoires d'horreur. Puis ça vient toucher un petit peu au phénomène des SCP aussi. Là, je name drop plein d'affaires. Vous connaissez ça, les SCP? Non, SCP, je connais pas ça. C'est une série de creepypasta. C'est pour Secure, Control, Protect. Et dans le fond, c'est sous la forme de faux documents gouvernementaux qu'on lit qui rapportent des événements paranormaux. Le jeu Control est beaucoup inspiré de ça. Tu tombes toujours sur des documents avec des parties redacted, que c'est genre des documents officiels de comme on a observé tel phénomène paranormal et voici ce qu'on a trouvé puis tout ça. Fait que là, il y a toute cette vague-là qui vient alimenter ce phénomène de Backrooms-là. Et ensuite, il y a eu des courts-métrages sur YouTube réalisés par Kane Parsons qui a fait avec Blender et After Effects. Fait que c'est toute la synthèse. Alors qu'il avait 16 ans. Ouais, qui avait 16 ans, c'est complètement fou. Cool. Fait que là, il y en a pour des heures et des heures de vidéos comme ça. Benoît m'avait partagé une vidéo de 40 minutes qui résume tout ça. J'ai regardé ça avant d'aller voir le film. Ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'il s'est fait offrir un deal pour adapter, en fait, son concept. C'est ça. Parce que le concept appartient à personne. C'est Non. plusieurs internautes, comme il l'a décrit. Oui, puis il n'y a comme pas de jeu Il officiel. n'y a pas de jeu officiel, il n'y Non. a pas de lore officiel. Et comment tu l'appelles, Ken Parsons? Kane Parsons. Kane Parsons ouais. aussi, qui est connu sous le nom de Kane Pixel sur son YouTube. Ouais. Lui, c'est son lore à lui. Fait que K24, même s'il n'a jamais réalisé de film de sa vie, lui, il est allé le chercher, ils ont donné un contrat et c'est son premier film à genre 22 ans. Il y a 20 ans Maintenant. Fait qu'il y avait peut-être 19 quand il a fait ce film-là. Ouais. Un budget de 10 millions de dollars. C'est un beau budget. Et à date, là, ça fait 2 jours qu'il est sorti. À date, le film a fait 118 millions. Ouais, mais c'est sûr. Tu sais, il y a tellement un buzz, c'est tellement un mème Internet, les Backrooms, que la promotion du film Ça fait faisait tout seul. Ça fait tout seul rendu Oui. là. C'est vrai. C'est du smart business de faire un film basé Puis sur cet univers-là. mais l'acteur principal du film, je pense que c'est un Oscar nominé. C'est Chiwetel Ejiofor. Oui, il était Oui. dans 12 Years a Slave, je Oui, pense. exactement. Il était dans 12 Years a Slave. Il était dans Serenity aussi. Ouais. Il a joué dans Children of Men. C'est un acteur britannique que j'aime vraiment beaucoup. Il y a aussi Renate Reinsve, l'actrice norvégienne qui a joué dans Valeurs sentimentales, Julie en 12 chapitres, A Different Man récemment. On la voit de plus en plus à l'écran.
c'est une de mes actrices préférées maintenant. Là, je l'adore. Là. Elle a un talent incroyable. Elle est extrêmement photogénique aussi. Là. Elle ajoute vraiment à l'esthétisme d'un film de par juste sa présence. Et c'est incroyable. Puis il y a aussi... un crush. Ah, j'ai un petit crush peut-être. Ouais. Quand tu regardes des films juste à cause d'une actrice, je pense, ouais, c'est ça. Puis Mark Duplass aussi, qui a un petit rôle dans le film. Fait que c'est les 3 acteurs principaux. Puis là... OK, fait que là, le concept derrière ça, c'est un concept qui fait très jeu vidéo, là, mais pensez à comme jeu vidéo des années 90-2000, quand tu t'arrivais dans un coin d'une pièce et tu étais capable de passer à travers le mur. Tu clippais. Tu clippais, exact. Ouais, tu no-clippais. Et là, tu te ramassais dans une espèce d'amalgame de texture puis de... Tu droppais en bas de la map. Ou tu pouvais dropper en bas de la map, mais des fois, tu te ramassais dans des pièces qui n'étaient pas supposées être vues, qui étaient comme vraiment genre décousues puis très, très brouillon, mettons. Fait que c'est cette idée-là, c'est que les backrooms existent dans un espace au-delà de notre réalité, puis il y a des endroits, des portes d'accès où tu peux traverser vers ce monde-là. Et la façon dont ils décrivent ce que tu trouves de l'autre bord du monde dans le film, j'ai trouvé ça très bien, c'est, le personnage dit, imagine que tu décris un chien à quelqu'un qui n'a jamais vu un chien, et ensuite tu lui demandes de dessiner ce que tu as décrit. Donc, c'est génial. Ben c'est ça. Fait que dans le fond, ce que tu vois, c'est un espace de bureau, mais avec des placements d'objets complètement illogiques, des formes de pièces et des corridors qui font aucun sens. Et que c'est un espace infini qui, ultimement, dans le film, vient symboliser un petit peu le fait que dans la vie, on embarque sur des patterns qui sont des fois positifs, mais parfois aussi négatifs, et on finit par tourner sur nous-mêmes et juste évoluer dans un environnement similaire, mais qui est comme une déformé, exagéré, une copie conforme de ce que tu connais, mais basée pas sur la réalité, mais basée sur ta perception des choses. Si je peux me permettre, le teaser avant le trailer de Backrooms présentait le même concept. On passait d'une chambre, d'une pièce à l'autre, puis qui défilait devant nous. Et plus ça allait, plus c'était déformé, plus le sofa était fusionné, par exemple, au plancher, plus la forme était défaite. Pensez les graphismes à la maison, quand on enregistre un JPEG en JPEG en JPEG en JPEG, on perd une certaine résolution parce qu'il y a une compression. C'est un peu le même concept, mais métaphysique là, dans ce que tu décris. Ben c'est ça, puis oui, c'est ça, parce que les choses deviennent juste l'impression que tu as de ces choses-là dans ton subconscient. Fait que ça devient comme une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. Quand tu demandes à un AI de copier le AI qui est une copie de la réalité, tout est comme décliné dans ces... Fait que ça, c'est le vibe, c'est l'univers. Après ça, il y a une histoire plus spécifique. C'est pas un film expérimental comme Skinamarink. Vraiment, le gros travail qui a été fait, c'est de prendre ces vidéos-là. Les vidéos YouTube, c'était juste des found footage. C'était juste comme tu regardais quelqu'un avec une caméra VHS qui explorait des espaces. Puis il n'y avait pas d'histoire, c'était décousu. Là, ils sont allés amener une narrative autour de ça. Puis, il y a quelque chose de tout cool un là-dedans pari. Là. Parce que il y a tout un mème qui a été créé autour de ça. Tout du monde qui sont créés des histoires et des idées autour de ce mème-là. Puis là, lui, il s'est retrouvé en ayant la chance de faire quelque chose, d'un peu plus officiel, mais il n'y a rien de seté. Donc, il y avait une genre de liberté dans la création de qu'est-ce que je fais avec moi, cet univers-là. Puis c'est tout basé, son film est basé sur le lore que lui a développé dans les clips qu'il a fait auparavant sur YouTube. Fait que c'est tout interconnecté. Si vous voulez aller gratter, vous allez voir des vidéos qui expliquent, là, il y a un lore. Il n'est pas tout là, il n'est pas tout présent, c'est pas tout dit. Mais il y a quelque chose qui mais est il y a cet aspect-là des entités gouvernementales qui surveillent, qui observent, qui étudient. Comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie, oui, c'est ça. Ben, c'est lui-même un fan de Portal. Oui, Portal, il y a Aperture Science là-dedans. C'est génial, Portal. C'est génial. Mais c'est beaucoup inspiré. Il y a un effet sonore de Half-Life dans The Backrooms. Ah ouais? Une porte qui s'ouvre, ça a l'air que le son, c'est le son de la porte dans Half-Life. Ah, très cool. Mais en soi, le film, s'il n'est pas expérimental, s'il y a une narration, si il y a des personnages qui parlent, qui évoluent dans ces univers-là, ça reste-tu intéressant? Parce que c'est comme pas évident quand même à mettre en image sur un long format. Là, je pense que c'était un gros pari là, parce que dans le fond, il y a cette idée-là de transposer cette espèce de concept abstrait-là à une structure narrative conventionnelle. Il y avait aussi l'idée de prendre un concept de film qui est très... c'est un peu pour les gens qui sont terminally online. Là, ce genre de fiction-là vient rejoindre un certain public
qui n'est pas nécessairement le public mainstream. Mais on l'est toutes maintenant, Terminal. Mais maintenant, oui, c'est ça. Hein, Oui. Oui, mais tu sais, j'avais peur que ça soit trop plein de petits référents ou de raccourcis narratifs que seulement les gens qui passent beaucoup de temps sur les message boards comprennent. Là, tu sais. Ouais, tu sais, moi, j'ai complètement quitté, ou pratiquement complètement quitté les réseaux sociaux. J'ai remplacé ça par Reddit. Ouais. C'est que j'ai comme pas tant... tu sais, au moins, je connais pas le monde que je vois les opinions. On dirait que c'est moins pire. Ouais, c'est moins pire quand t'associes pas ça, un commentaire dégueulasse à quelqu'un que tu connais, genre Ouais, que t'as croisé c'est ça. 2 fois dans un festival de films. Là, tu sais. Mais bref, je pense que c'est réussi. Écoute, c'est déjà un succès. Moi, Tant j'entrevois mieux. beaucoup de suites parce que c'est un Parce genre... que tu peux en faire n'importe quoi à partir Oui, de ce moment-là. Il y a parce que- comme une liberté avec le concept, avec l'idée. Ben, tu sais, si t'embarques dans la prémisse que... Puis, là, je dis ça, là, c'est pas un spoiler, il y a rien qui est expliqué dans le film. En passant, là, très belle review sans aucun spoiler. Oui, à que date, t'as il y a fait. Ben, aucun c'est ça, spoiler. C'est Ouais, vraiment merci. habile de ta part. J'ai essayé de pas trop, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est très ouvert à l'interprétation. Il n'y a pas de réponses définitives qui sont données. C'est génial. Et il y a un petit peu cette idée-là, ce concept-là, que les backrooms représentent un peu le subconscient de la personne qui les visite. Alors, les possibilités sont infinies. Parce Puis parce qu'on peut penser que les backrooms, c'est une des théories en ligne, c'est qu'elles elles vont se métamorphoser en fonction de qui les habite. c'est ça? Exact. Ah, ok. Puis aussi, ce que j'ai pas nommé, c'est que le film se passe en 1990. Oh yeah, du 90s shit! Oui, du 90s shit. Et là, à chaque fois que quelqu'un allume une TV, t'as l'espèce d'esthétique de poste d'annonce classée là, avec le gros fun, puis I wanna la go back. voix. Là, ah oui, c'est ça. Là. Puis même la trame sonore, c'est de l'électro, mais avec comme des voix Sais-tu quoi? Ouais, c'est... Co-composé par le réalisateur aussi. Ah, aussi, Oui, ok. Ce gars-là, là, je sais pas ce qu'il a pris quand il était Good. jeune, mais il est tombé dans du talent. là. C'est incroyable. Ça a l'air que le réalisateur a été appuyé durant le tournage par Oz Perkins. Ben là, c'est ça. Là. Il y a de la controverse autour du tournage. Il y a des gens qui ont vu le film qui disent « Oh, c'est impossible qu'il ait vraiment réalisé le film. Ben, allez voir ses courts-métrages. Mais il pour vrai, il là, maîtrisait son shit. Hey, mais ça se peut aussi, tu sais. Ben oui. Poltergeist n'a pas été réellement réalisé. Ben, ça, Tu sais, tout le monde laisse un peu que c'est Spielberg qui l'a Ouais, réalisé, mais qu'il l'a pas juste produit. Ça l'arrive. Mais au pire du pire, Mhm. si c'est vrai, exemple, c'est vrai, puis c'est possible que ça soit vrai, Ouais. la quantité d'expérience que ce kid-là vient d'avoir en ayant, ouais. en étant le shadow d'un réalisateur expérimenté, ça n'a pas de prix. Mais Je suis content pour sa carrière. La Mais- rumeur, c'était pas que Oz Perkins a réalisé, c'est juste qu'il l'a appuyé puis l'a conseillé, mais c'est pas que c'est lui qui a réalisé le film. Ah, ok. Parce qu'il y Ouais. avait aussi du monde qui disait, parce que le film est produit par James Wan, il est produit par Mark Duplass qui joue aussi dedans, Mhm. puis que la rumeur serait que c'était eux qui ont vraiment réalisé le film. Ça Mais se peut. non, Je mais veux honnêtement, j'ai rien vu dans le film que ça peut pas, que c'est impossible Mais que ça soit lui qui ait réalisé. Allez voir là. les courts-métrages de ce jeune homme, c'est bizarre de dire, ce jeune homme plein de talent. Pour vrai, la maîtrise qu'il avait des outils qui étaient à sa disposition, là, c'est pas parce que Blender est disponible pour tout le monde que c'est facile puis tu peux le Mhm. maîtriser. C'est assez impressionnant ce qu'il a été capable de faire. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de ressources. À savoir si c'est lui qui a réalisé, je sais pas, mais crime. Mais aussi- Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas C'est pas important. grave. Fou, là. C'est pas important. Puis, c'est qui le nom qui est comme en tant que réalisateur? Exemple, là. Ouais. Moi, je parle hypothétique, là, en ce moment. Mhm. C'est pas lui qui l'a réalisé. C'est pas grave. Son nom et le Est réalisateur associé, dessus. ouais. Les portes viennent de s'ouvrir au complet. Ouais. Il n'y a pas de stress pour lui. Et là. pour le cinéma, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce film-là de A24 et il y a aussi Obsession. Oui, qui est réalisé par un autre YouTuber qui s'appelle Mark Curry ou quelque chose Curry. Là. Puis son deuxième film est déjà greenlighté. Là. Fait Ah que, ouais. c'est déjà l'autre film qu'il va faire. Mais c'est 2 films d'horreur qui ont des micro-budgets, en guillemets, pour ce qui est Hollywood aujourd'hui, qui font énormément d'argent et qui attirent des jeunes au cinéma. Oui. Ce qui est très, très rare, ce qui est pas facile. Puis même bouger les foules aujourd'hui, quand tu sais que dans 30 jours, 90 jours, même pas. Avant, c'était 80 jours. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, le window est tellement C'est tellement Ben oui. court. Là. OK, fait La que, fenêtre, la fenêtre. c'est Curry Barker qui a réalisé Obsession. Je ne l'ai pas vu. Budget de 1 million. Il a fait Ouais. 150 millions au box-office. C'est incroyable. Le budget est probablement, en réalité, là, Ouais, c'est peut-être... c'est pas mal plus qu'un million. Éduque-nous, Liohan. Oui, c'est parce ça s'appelle du creative accounting pour le marketing. Ah. Ça fait que le film est probablement plus autour d'un 5-6. Mais là, on va arrêter, là. Mais 5-6, c'est 5-6 petit, là. millions, 150. puis t'as fait 150 millions, c'est quand même un méga succès. Ah oui, ça. oui, absolument. C'est juste que c'est très vendeur d'avoir ce genre de chiffre-là. Ça fait que là, tout à coup, ils décident... OK, j'ai de l'information que je peux pas dire d'où que j'ai l'information. Mais c'est...
Ils n'ont pas calculé la poste dans le 1 million, ils n'ont pas calculé les salaires de telle personne. Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas calculées pour pouvoir, dans le marketing, dire ça coûtait seulement 1 million de dollars. En réalité, ça coûtait plus comme vers 5-6. Ça change rien. C'est un méga succès. Là. Mais comme, le succès est là quand même. Là. Mais je trouve que c'est une vague d'espoir pour le nouveau cinéma aussi, là, parce que c'est rafraîchissant. On parlait beaucoup de la disparition des films de mid-budget. Là. Là, c'est du low budget. C'est du low budget. Le mid-budget n'existe toujours plus. Ah, OK, il n'existe toujours plus. Ouais. Mais un film mainstream qui fait 150 millions, habituellement, je te dirais qu'au contraire, ce genre de succès-là va faire encore mal au mid-budget. Parce que le mid-budget... On dit, c'est quoi un mid-budget? Quelque chose à 50 millions? Oui, entre 25 et 50 millions. Okay. Je dirais 25 millions. Même, je te dirais maintenant, c'est probablement plus 15 à 25. Là. Ça serait un budget moyen. Pourquoi ça va exister moins parce qu'ils vont pointer à ce genre de succès-là et dire, tu n'as pas besoin de ton 15 millions, ton 25 millions. Ouais. Lui, il a fait tant de millions sur seulement un budget de 5 millions. C'est que ça va pousser les budgets plus à la baisse en général que... Ils veulent... Tu sais, c'est plein de créateurs en cinéma, mais les gens qui ont l'argent, eux autres, c'est des businessmen. Ils s'en foutent un peu de la création. C'est que s'ils voient un succès... le twist. S'ils voient que je peux faire beaucoup plus d'argent avec moins de risques avec un film à 5 millions qu'un film à 15 millions, ils vont être portés à faire le 5 millions. Puis, ils ne comprendront pas nécessairement qu'un autre film à 5 millions ne fera pas ce genre de chiffre-là quand c'est le même montant. C'est pas une garantie de succès. C'est ça. Ouais. Non, c'est pas une garantie de succès. Puis, il faut que le montant fit avec le projet. Ouais. Puis c'est ça un problème que plusieurs financiers ne voient pas, c'est que tu sais, je veux Arrival sur 5 millions. Mais non, Arrival n'existe pas sur 5 millions. Ça prend 25 millions pour faire Arrival. C'est que, là, je prends des exemples un peu partout, mais c'est ça un peu. Il y a comme une déconnexion entre le créatif et le c'est une fausse logique, en fait. C'est un bris de logique. Ouais. Je trouve ça intéressant aussi, à part de Backroom, parce qu'on s'entend qu'il y avait déjà un lore, une présence en ligne, mais que c'est 2 films dans ce cas-ci qui sont basés sur aucune franchise. Tu sais, moi, je les aime, les Marvel, j'irai pas chier dessus, mais j'avoue que la disparition, l'effritement des propriétés nouvelles, ça me fait de la peine. Puis là, on a 2 trucs qui sont des IP originaux. Je trouve ça intéressant. Et ils ont eu du succès. C'est super intéressant. Puis je le comprends pourquoi les studios refont les mêmes films, puis ils n'aiment pas ça prendre des risques. C'est une industrie qui déteste prendre des risques, malheureusement. Ouais. Quand c'est une industrie créative qui devrait prendre des risques. Excuse-moi. Mais on devrait... Je pense qu'on est rendu trop dur sur les films qui ne réussissent pas. Je pense que quand un réalisateur essaie quelque chose de vraiment différent, ça devrait être célébré que ça marche ou ça ne marche pas. Dire, hey, on pousse l'enveloppe, on essaie quelque chose de nouveau, puis ça devrait être célébré. Mais... l'Internet est rendu tristement chialeux. Non. je blâme Cinécine, là, le maudit YouTube qui nitpick tout ce qu'il y a dans un film. C'est comme un YouTube qui pointe tous les petits défauts dans un film. Là. C'est un film que t'aimes, là, mettons, là, puis il va te dire c'est de la merde parce qu'il y a ça, puis il y a ça, puis là, il y a un plot hole à telle place, puis là, il y a une erreur de continuité à telle place. C'est du nitpicking extrême. Là. Puis le monde sont rendus comme ça, tandis qu'on devrait essayer de célébrer vraiment la créativité puis les essais étranges. Je veux voir des films étranges, mais c'est de plus en plus difficile de convaincre des financiers de sauter dans l'étrange. C'est pour ça qu'un film comme Backroom, qui fait beaucoup d'argent, est hyper important parce que c'est un film weird. Ouais. C'est un film weird qui a pris des chances. Ouais, on parlait avant l'émission d'Aaron Long aussi, qui est basé sur un jeu vidéo. Oui, réalisé par Markiplier, le YouTuber aussi. Puis il est disponible sur YouTube en ce moment si vous voulez le louer ou l'acheter. Mais tu sais, c'est quand même... C'est comme si... Puis on s'entend, on avait vu Bring Her Back, c'est des YouTubers. Ça aussi, Bring Her Back, c'est les frères Philippou en Australie. En Australie, ils ont tous fait des films assez matures pour leur âge que j'ai trouvé ça intéressant. Fait il y a cette nouvelle peut-être vague-là qui prouve aux financiers qu'on peut aller chercher des nouveaux talents qui ont déjà une audience. Je pense que
sais, je veux dire, on s'entend, il y a du talent, le réalisateur de Backroom, mais une des raisons pourquoi ils sont allés le chercher, il y a une audience. Il y a une audience. Puis, tu sais, j'ai l'impression t'enlèves aussi une que... part de risque. Encore là, une industrie qui n'aime pas le risque. Ouais. T'enlèves une énorme part de risque si la personne est un YouTuber super connu. Puis c'est même pas un énorme risque parce que c'est A24 qui a produit ça, qui commence à être quand même un big studio, puis 10 millions pour eux. Tu sais, c'est pas... Je célèbre A24 parce qu'ils sont devenus un big studio en restant weird. En continuant de prendre des risques. Oui. Puis c'est ça qui les démarque, de un. Ouais, mais c'est qu'ils sont encore jeunes. J'ai peur que ça soit pas tout le temps ça. Ben, éventuellement, ils vont avoir des investisseurs, puis là, ça va changer. Ouais. C'est comme si l'argent ruinait le monde. Oui, hein? En tout cas, fait que oui, allez voir Backrooms pour vrai. Tu le conseilles? Je le conseille, absolument. Okay. Me connaissant, parce que tu as bien identifié mes goûts. Oui. Penses-tu que je vais aimer ça? 100%. Il y a des segments filmés en VHS. Là, oui! Non, c'est le fun. Parfait. Puis celui qui est sur Game Pass en ce moment, le Backroom, le jeu, 4-player co-op. Okay. C'est qu'on essaiera de s'organiser une game peut-être sur le Discord. Ah non, c'est vrai, tu l'as eu directement sur... C'est-tu comme, c'est comme Phasmophobia un peu? Là, tu dois j'ai juste joué tout seul à date, puis c'est comme... T'es comme des chercheurs paranormaux qui auraient probablement trouvé un backroom. Puis là, tu rentres dans la première pièce, la porte par laquelle tu as passé à disparaît en arrière de toi, puis là, t'es pris. Ça fait que là, tu commences à chercher. Hey, ça me fait chier, ça. Mais là, tu sais, c'est pour ça que j'irais 4 en même temps. Tu sais, pas y aller tout seul. Tu sais, non, mais dans la vraie vie, là, je te mange en premier. Hey, c'est à mon tour de y aller. Non, ça fait même en gang. Ça fait même pas 5 minutes qu'on est dans le backroom, mon ventre, je suis comme, je regarde Ewan, je suis comme, c'est lui que je mange en premier. Puis, en tout cas, juste petit factoid vraiment intéressant, ils ont construit un espace physique pour faire des backrooms pour le film. Oui, c'est ça. Les gens se sont vraiment perdus, comme dans le labyrinthe, dans Shining. D'ailleurs, il y a plein de parallèles à faire dans Shining puis de backrooms. Même l'espace fait pas du sens. Ouais, exactement. Mais c'est vrai, j'avais oublié de dire ça. Le Backrooms original sur YouTube, c'était toutes des images de synthèse. Là, ils ont créé comme 30 000 pieds carrés de structure. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment cool. D'un ancien centre d'achat, je pense, en plus. Ah, ça se peut. Ça peut être n'importe où. Il faut les renouveler. Il n'y a plus personne qui va au centre d'achat. Moi, je veux qu'on... Sauf celui à Laval qui est tout le temps en plein. Je pense qu'il faut ramener les centres d'achat comme des centres genre communautaires. Ah. Oui, avec plein d'activités. Ouais. Comme ça. Tu te rappelles le Maï Carnaval, ça arrive sud, là, il y avait comme une piscine à boules sur le boulevard Tachereau. Carnaval. C'était à peu près à Brossard, Greenfield Park. Là. C'est le genre d'affaire que je supposais être au courant. Ben oui, Maï Carnaval. Il y avait le Renault Dépôt à côté. Hey, c'est vraiment local comme référence. Là, c'est très Rive-Sud-Court. Non, tu te trompes. Non, Renault Dépôt, tu te trompes avec la place Portobello. Oui, ça, c'était la place Portobello, t'as raison. Fait en tout cas, une autre place qui s'appelait le Maï Carnaval, il y avait des petits manèges, puis il y avait comme une piscine à boules dans le milieu. Il y avait un cinéma à côté aussi dans cette affaire-là. Oui, le Famous Players, ouais. J'étais allé voir Titanic et le film South Park. Oh, moi aussi, j'étais allé voir le film South Park. Peut-être dans la même salle. Merci. Dans le temps, j'avais été au Grand Edmonton Mall, qui était dans le temps le plus grand centre d'achat. Ça l'est plus. Sur la Je pense que la Chine les a battus. Mais tu sais, il y a comme une patinoire complète de grandeur. Pas des toboggans puis des. Oui, il y a des montagnes russes, ça. Et il y avait une piscine avec comme des spectacles avec des dauphins. Et c'est la chose la plus déprimante que j'ai vue de ma vie. Oh non, il flottait sur le dos, là. Il avait l'air d'être comme, j'ai pas de plaisir. Tout le long on regardait le spectacle, j'étais comme, on peut-tu juste les libérer? On peut-tu juste leur donner une chance? C'est vraiment immense, par exemple. Le centre d'achat était ridicule, comment c'était grand. Je me rappelle pas c'est quoi le nom. Le West Edmonton Mall. West Edmonton Mall. Comment ça tu connais ce nom-là? C'est le plus gros centre d'achat au monde. Ça l'était. Mais là, je pense qu'ils ont été battus par la Chine. Mais quand j'ai découvert l'existence de ça, il y a genre des go-karts là-dedans. Quand j'ai découvert l'existence de ça, j'étais comme, oh my god, ça a l'air tellement cool. Puis là, maintenant, j'approche de la quarantaine, je suis comme, oh, ça a l'air d'un cauchemar, cette place-là. T'imagines quand il faut que tu te passes d'un magasin. Tu sais, t'as une liste de choses à acheter pour que tu passes d'un magasin à l'autre. Il faut que tu dodges les dauphins. Oui, c'est ça. Ouais, mais t'as pas besoin de les dodger parce qu'ils sont tellement déprimés qu'ils sont comme, ça veut puer en plus. Bon, Yoann, c'est à toi. Merci, Antoine. Ça fait plaisir. Eh bien, quelques nouvelles sur l'industrie du jeu vidéo, chers amis. Tout d'abord, il n'y a pas grand-chose qui se passe en ce moment avec des bonnes raisons. C'est parce que la semaine prochaine, mesdames et messieurs, nous rentrons dans le fameux Summer Game Fest. C'est une semaine de nouvelles de jeux vidéo non-stop. Je n'embarque pas. Non, c'est ça. Allez-y. C'était mon
mon petit moment, c'est quoi? Parce que, Oui, c'est ça, moi je pensais que tu allais continuer. Là. Oui, c'est ça. Donc, juste pour donner quelques dates dans cette semaine de choses intéressantes, le 1er juin, il y a le Summer Game Fest Mix. Le 2 juin, il y a le Fuzzy de Brossard. Oui, de Brossard. C'est samedi, wet t-shirt. Juste à côté de l'ancien percé, justement. Où est-ce que on parlait il y a 2 minutes. Vous n'existez plus, là, ce Fuzzy de Brossard. Yeah. Bon, excuse-moi, Yoann. Le 2 juin, il va y avoir le State of Play de PlayStation. Mais là, ça n'a plus de sens que je fais encore la voix. Le State of Play de PlayStation. Le 4 juin, un show très intéressant. Des jeux vidéo développés par des femmes. Un show complet basé là-dessus. Donc, cool. Super intéressant, je suis très curieux. Le 7 juin, ça va être autour, après PlayStation, ça va être autour de Xbox qui va nous présenter leur gameplay. Et ça s'appelle Xbox and Gears of War. Donc, on va en savoir plus sur Gears of War E-Day. Ça fait combien de temps qu'il y a eu un Gears of War? Ça fait un bout? Ça fait un bout. Ouais. Moi, je suis très excité. Le Gears of War 2, là, j'ai fait, moi, puis comme un paquet d'autres réalisateurs du Québec, on jouait tous les soirs, 5 contre 5, comme en deathmatch. Puis on a joué comme ça pendant 1 an. Au bout de l'année, on s'est dit, si on veut faire des films, faudrait qu'on arrête. Tout le monde désinstalle le jeu parce que ça... C'était pas le 5 qu'on a joué ensemble qui était le fun? Oui, on a joué au 5. J'ai eu du plaisir. On a joué à Horde. Yeah, le mode où c'est qu'il y a des vagues constantes de créatures, où c'est que tu dois protéger une base. C'est cool. Okay. Oui, c'est vraiment J'étais pas si pire que ça. En plus, t'étais excellent. Ouais, arrête. Non, don't sell yourself. J'ai pas dit que j'étais mauvais, j'ai dit que j'étais pas si pire que ça. J'étais surpris parce que c'est la première fois que je jouais à ce jeu-là. Puis il est vraiment, le gameplay est intuitif. Puis on dirait que le poids des personnages, ils sont pesants, là, ils foncent dans le mur pour aller se cacher, puis tout, ils sont badass. Mais bref, c'est pour ça qu'il n'y a pas une tonne de nouvelles de jeux vidéo. Ils se gardent parce qu'il va y avoir un mouvement. Là. La semaine prochaine, ça va être fourette, par exemple. Ça va être mur à mur des nouvelles. Et parlant de ça, il va y avoir un show de Nintendo aussi à travers cette semaine-là. Et le fameux Nate the Hate. Quel nom? C'est qui ça? C'est un leaker, un gars qui sort beaucoup de rumeurs et tout ça sur Internet. Il a le pire nom, mais il est vraiment bon. Il sort beaucoup de vrais leaks. C'est pour ça que je le suis. Est-ce qu'il travaille pour Nintendo? S'il y a des rumeurs que ce soit ça. Ouais, c'est souvent ça. Mais, c'est-tu un psy-up? Oui, ou un psychic. Peut-être que c'est un psychic, carrément. C'est, puis il utilise ses pouvoirs pour donner des nouvelles de jeux vidéo. Il y a 11 septembre 2 qui s'en vient, mais lui, il est comme « Oh non, il va y avoir un nouveau Zelda! » Ben, il avait sorti dernièrement qu'il y avait un remake de Star Fox avant qu'il sorte, parce que c'est le genre de choses qu'il fait. Puis, on va s'en l'entendre, on a tous vu les vidéos. Ouais, c'est beau. C'est beau en tabarouette, moi je suis bien excité. Mais il y aurait un remake d'Ocarina of Time. Il aurait entendu à travers les rumeurs, à travers les branches, apparemment, Nate the Hate, aurait entendu que Ocarina of Time aurait un remake, le fameux jeu classique du Nintendo 64. Probablement considéré par plusieurs le meilleur Zelda. Pour moi, c'est encore Link to the Past, mais je suis vieux. Plusieurs considèrent que c'est le meilleur, mais c'est possible. C'est la première fois qu'il était en 3D aussi pour Zelda, non? Oui, c'était le premier Zelda en 3D. Il était vraiment excellent. On parlait de Liminal Space. On est un peu là aussi, le N64, là, à cause du Fog of War, puis les grosses tempes polygonales. Mais c'est là-dedans que tu nous clippais à travers tout. Oui, exactement. Le Mario qui passe à travers les murs dans le Mario 64, là, je me rappelle. Mais mais là, OK, moi j'ai acheté Ocarina of Time une fois parce que j'ai pas de nouvelle console de Nintendo, mais là, ça fait plusieurs ports qui sortent. Là, ils se font des ports, ils l'ont fait aussi il est sorti au 3DS, il est sorti à Switch, il est sorti... tout le temps le même jeu. Là, ça va être un remake. Ça veut dire qu'on refait les graphiques, on fait le look, puis ça serait pour la Switch 2. Donc, un peu plus de possibilités de puissance. La Switch 2 est quand même un peu plus costaude. Elle peut en faire un peu plus. C'est qu'il y a quelque chose de super intéressant. Voir qu'est-ce qu'ils vont rajouter. Nintendo ne sont pas très genre faire un remake 1 pour 1. Non, c'est vrai. Ils sont tout le temps plutôt, on veut en rajouter un peu plus. Oui, parce que les nouveaux Zelda étaient quand même rendus beaucoup plus complexes que Ocarina of Time. C'est des open world, littéralement. Oui, tu sais, les nouveaux avaient plus d'influence avec quelque chose comme Skyrim, les Elder Scrolls, que les vieux Zelda. D'ailleurs, c'est ça, juste à partir... Ce modèle-là, il a tellement fonctionné fort pour Nintendo. Je me demande s'il y a qu'est-ce qu'ils vont faire pour le prochain. T'sais, là, si c'est pas un remake, éventuellement, il va y avoir un Zelda, j'imagine. Éventuellement, il n'y aura pas le choix qu'il va y avoir un nouveau Zelda. C'est ça. Je veux dire, il y a 3 certitudes dans la vie, la naissance, la mort, puis Nintendo va sortir un nouveau Zelda. Fait que, mais ils peuvent-tu prendre une autre formule que celle qui a déjà été employée? Parce que
Ils ont tellement élevé la barre pour cette... Le feeling, ça va être un entre-deux. Ouais. Moins de petits donjons, plus de très gros donjons. Mais encore de open world, c'est ça que tu Mais veux dire. encore un open world. C'est que ça va être entre les deux. Tu sais, Skyrim, mais Ocarina of Time. Tu sais, je sais pas. Tu sais, pas complètement aller dans le Skyrim. Tu sais, je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Parlant de possible... ça, c'est pas Nate the Hate, c'est une autre rumeur qui est sortie. Donc, mettez un peu plus de grain de sel sur celle-là. Mais il y aurait aussi un Zelda 2D qui s'en viendrait. C'est le fun, ça. Mais cette fois-ci, après qu'on a pu jouer, le dernier Zelda 2D on jouait Zelda, donc pas Link, mais Zelda. Il était excellent en passant, ma conjointe l'a terminé au complet. Cette fois-ci, on jouerait Ganondorf, le méchant cochon. Le méchant cochon. Le sanglier de l'enfer. Ben, c'est intéressant. Ouais, donc je pense qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans. Ouais, j'aimerais ça qu'ils ramènent Wario. Ouais. Mais pas dans les jeux de petit gaming style. Je veux une aventure avec Wario. Oui, parce qu'il y en a eu des super bons. Il y en a un très bon à la Wii. Oui, mais c'est tout le temps des petits genres comme le nombre de balles que tu peux pitcher dans une non, bucket. non, il y avait un platformer là, sur la première Wii qui s'appelait Wario Land Shake It ou je sais pas trop quoi, puis ça incorporait des dynamiques de manette. J'aime bien Wario. J'aime ça quand ils mettent un jeu en vedette un méchant. Ouais, je l'aime tellement. Moi, faut qu'ils ramènent Waluigi. Mais j'allais dire un jeu de Waluigi. Waluigi! Parce que... Qui, selon le lore, n'est pas le frère de Wario. Arrêtez de me dire ça. Là. J'ai reçu plein de courriels par rapport à ça. Je veux rien savoir. Est-ce que, mais si Mario, son nom de famille, on a appris à un moment donné que c'est Mario, fait que c'est Mario, puis Luigi Mario. Est-ce que Wario, c'est Wario? Ah, ça, je ne sais pas. Non, j'ai déjà sorti, je l'ai déjà dit. Puis là, vu qu'il déjà est sorti pas avec le une frère, Wario. Waluigi, Non, j'ai sorti avec une ça- fille que son père s'appelait Benoît et son nom de famille était Benoît. Fait que c'était Benoît. C'est bien. Du coup, je trouvais ça bizarre qu'elle sorte avec un gars qui a le même nom que son père, mais qui m'a dit le nom de famille de son père. Là. Ouais. Un peu crampé. Écoute. Hey. Bien sûr, si vous voulez jouer au futur hypothétique possible Ocarina of Time remake, va falloir vous acheter une Switch 2. Qui est maintenant combien plus cher? Ils ont augmenté? Elle n'est pas encore augmentée. Oh. Elle augmente en septembre. Donc, achetez-la De plus tôt possible. combien? Ah, je pense qu'il augmente comme de 200$ ou quelque chose. 200$? C'est à cause du coût de la RAM puis tout ça, là? Puis, je veux dire, c'est la première maudite... Je me fâcherai pas. Je vais pas piquer. J'ai pas besoin de t'approcher du Ouais, s'il te plaît. du ça. Ouais. C'est la première 200. génération de consoles que plus on avance dans la génération, plus les consoles coûtent cher. Ça fait aucun sens. Là, après Sony, qui l'ont déjà augmenté plusieurs fois, là, Valve, cette semaine, augmente la Steam Deck. Ouais, j'ai vu le prix, c'était rendu gros. Là. Nintendo, oui, c'est 1200$ Pour une Steam Deck. Deck. Là, ça n'a pas de sens. C'est là. un ordi. Là. Ben, c'est ça, c'est le prix d'un ordi. Puis là, Nintendo a dit, hey, en septembre, on augmente le prix. C'est que... Mais je reviens à la question d'Antoine, c'est qu'est-ce qui fait que le prix augmente? Ben, c'est encore la maudite AI, puis La RAM, pas la AI. C'est le RAM, les pièces de... Tout est dans tout, hein. Okay. Les pièces de CPU. C'est aussi l'espace sur les chaînes de montage. Parce que là, on veut créer plein de puces puis plein de scies. Mais là, exemple, Nintendo, Sony, Microsoft, tous ceux qui ont de l'électronique, Apple... Mais ils louent des places dans ces usines-là. Puis là, c'est comme, vous allez faire mes puces pour moi. Mais il y a moins en moins de place parce qu'on construit des méga data centers qui n'ont aucun sens. C'est que ça, c'est comme il y a un genre de... Tu sais, c'est le problème de l'entonnoir, là. Là, on est pogné dans l'entonnoir. On ne peut pas créer assez pour toutes les demandes de tout le monde. Mais 200$, c'est énorme, là. Ah, c'est terrible. Est-ce que tu... Moi, la dernière console Nintendo que j'ai achetée, c'est la première Wii. OK. Fait que j'ai beaucoup de backlog à faire. J'attendais le price drop du premier Switch qui n'est jamais arrivé. Mais là, est-ce que tu me recommandes d'acheter la Switch 2? Ben, oui. C'est une bonne console. Dans ton cas, à toi, totalement, parce qu'elle est backward compatible. Fait que j'aurais tous les jeux de 1, puis de 2, puis de... C'est ça. Dont le jeu Turbo Kid sur Switch. Oh! Oui. Oh, belle plug. Puis aussi, il y a comme un catalogue de classiques que tu peux genre payer un abonnement. Puis ils ont leur genre de mini Game Pass ouais. Qui donne accès à Nintendo 64, Super Nintendo, Nintendo, Genesis. C'est sporadique comme offre, là. Moi, je trouve pas ça hyper génial. Là, non, mes enfants l'aiment beaucoup, c'est pour ça que je suis encore abonné. Okay. Ils aiment jouer aux jeux du Super NES. C'est que quand il y en a un sur la Xbox, c'est cool que tu les éduques comme du monde. Super NES, man. Bravo. Oui.
qui apprennent que c'est dur des jeux vidéo. Il n'y a pas infini de La vie sauvegarde. te donnera pas de cadeaux. Tu peux pas sauvegarder dans le milieu d'un tableau, là. Tu peux pas recommencer 10 fois. Tu recommences du début avec tes 3 mêmes vies. Tu essaies de te rendre plus loin. Il rajoute, j'imagine, une mécanique que tu peux sauvegarder n'importe où. Tu peux sauvegarder n'importe où. Pas obligé de rentrer les mots de passe. Quelle génération de paresseux. Ah, mais OK, je le considère. Oui, dans ton cas, vraiment, si, exemple, vous avez acheté la Switch, Ouais. autre que vous voulez sauver le coût de l'augmentation puis que vous êtes vraiment fan de Nintendo, moi j'attendrais, il n'y a pas grand-chose à date de sortir sa Switch 2. Tu sais, il y a le jeu de Donkey Kong qui a l'air vraiment Il est vraiment bon. cool, je l'ai joué avec notre ami Phil Tremblay, puis c'est très très le fun. Il y C'est a- addictif en fait. Mais Ça a est-ce l'air que cool, c'est, j'achète une console pour ce jeu-là? Moi, je pense qu'il n'y a pas un seul jeu sur la Terre qui mérite que tu achètes une console au complet, au prix qu'ils sont maintenant. Ouais. Ben, là, c'est ce qu'il va faire. Mais ça fait mal à l'industrie au Mais complet. 200$ là. piastres de plus, man. C'est C'est quasiment aussi bien de l'avoir tué. Les jeux vidéo, c'était toujours quand même quelque chose de pseudo abordable comme hobby. Ouais. Mais là, c'est en train de complètement... Dude, on est en 2026, y a-tu quelque chose qui est abordable? Là, on n'est plus dans le pseudo abordable. C'est toujours coûté cher, mais tu sais, tu pouvais t'arranger. Là, on sort de ça là, complètement. Là, Ouais. on s'assure qu'il y a un groupe, il y a des gens qui pourront jamais entrer dans le hobby. Puis ça va faire mal au hobby au complet. C'est que Ben, moi j'enseigne au secondaire. Puis j'aime ça. Tu sais, j'adore les jeux vidéo. Fait que j'aurais pensé pouvoir avoir des conversations avec mes élèves sur les jeux vidéo. Mais non, les jeux auxquels ils jouent. Ben, c'est parce que les jeux auxquels ils jouent, c'est les jeux gratuits, c'est les jeux mobiles, c'est les. Tu sais, ils disent qu'ils sont des gamers. Puis ils le sont de leur, à leur manière. Ouais. Mais c'est juste comme, tu sais, si pour moi, tu dis que tu es un gamer, puis le seul jeu auquel tu joues, c'est un jeu qui essaie de te vendre des skins pour faire de l'argent sur ton dos, sur la carte de crédit de tes parents. Il y a comme une intention un petit peu malsaine. Et qui sont basés sur des modèles addictifs. Là, oui, connu, c'est ça. Ouais. Exactement. Tu sais, ils jouent à basé sur le gambling. Je pense que toi, tu es fan de Fortnite. Hein? Moi, je joue pas à Fortnite. Mes enfants. Fortnite, Roblox, encore Minecraft, ça roule encore. Puis tout ce qui est jeux mobiles aussi. Ou bien les jeux de sport. Puis ça, j'ai pas vraiment de ref, fait que j'en parle pas. Fait que non, c'est ça. C'est, tu sais, comme je leur parle de AAA Games, même plusieurs années après leur sortie, puisque moi, je suis cheap, j'achète les jeux une couple d'années après, en rabais, ou quand ils apparaissent sur le PlayStation Plus. Tu sais, là, comme j'ai découvert, il y a 2 mois, j'ai découvert Far Cry, là, puis je suis comme, oh my God, c'est malade. Oui, c'est vrai, j'ai joué au 3 récemment. Ouais, j'ai joué au 3 ouais. puis au 4. Fait que même ça, c'est plate parce que, tu sais, ils proviennent d'un milieu un peu plus défavorisé. Fait que je me dis, ces jeux-là, les AAA Games, les Death Stranding et tout ça, ils triperaient tellement, mais ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès. C'est quoi, c'est rendu combien un jeu de PlayStation? C'est 90$ quand ça sort. Minimum. Le dernier Resident Evil était 109. Hey. 109 $. C'est comme si on poussait tout le temps l'enveloppe parce qu'il y a des psychopathes en haut qui veulent faire plus d'argent. Puis que là, on l'accepte, mais à un moment donné, on ne pourra plus. Là, ça sera plus faisable. Puis il y a un autre problème. Les jeux coûtent de plus en plus cher à faire. Puis là, quand tu as des jeux comme, exemple, Spider-Man 2, qu'on utilise tout le temps en exemple, qui ne rentrent pas dans leur argent, malgré tout, mais qui vendent 200 millions de copies. Là, j'exagère, là, mais comme énormément de copies. Énormément de copies. Puis ils ne rentrent pas dans leur argent parce que ça coûte trop cher. Ça fait que là, il faut augmenter. Ils se refusent de le porter encore. Mais oui, ça Moi, je le veux jouer à ce jeu-là. Il est sur PC. Oui, mais j'ai pas de PC, moi, j'ai un Mac. Oh non, mais double boot installe Windows puis double boot. Tu me connais-tu? Oui. mais des fois, on me rappelle par rapport au... Ou installe Linux. Oui. Mais par rapport au prix des jeux, là, tu sais, par rapport au prix des jeux, des fois, il y en a qui postent des vieilles circulaires puis qui disent « Ah ouais, mais tu sais, dans les années 90, les jeux, ça coûtait 70$ en argent d'années 90. » Mais là, tout coûte cher. C'est ça le problème. C'est que dans le temps, là, tu vas faire ton épicerie pour le quart du prix d'aujourd'hui. Ah ouais, c'est ça. Fait que c'était ça ta grosse dépense. Donc, c'est ça, ta grosse dépense qui te faisait plaisir, c'était ton jeu vidéo. Mais là, aujourd'hui, c'est que ton épicerie, elle coûte 4 fois trop cher. Ça fait que tu n'as pas l'argent pour te faire plaisir. Mais d'un autre côté, la Switch 2, en ce moment, coûte l'équivalent de 4 brocolis. Oui, c'est Bio. C'est pour ça qu'ils sont plus chers.
Continuons dans les nouvelles de jeux vidéo. J'en ai plein. Tu veux que je continue sur quelque chose qui pourrait te mettre en crise? Ah, ben oui, non, je suis craqué déjà. Parce que je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu as parlé des chips, puis bon, de l'entonnoir, de l'effet d'entonnoir. Puis là-dedans, il y a certainement des technologies qui sont utilisées à bon escient, qui peuvent débloquer des possibilités pour l'être humain, mais en fait, c'est souvent juste de la crise de marde de AI, ce qu'on appelle du AI slop. Yes. Puis là, ça me fait mal parce que ça touche à un sujet dont on a souvent parlé au Mystérieux Étonnant dans les 2 dernières années. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près 1 an de ça. Je pense que c'était en juillet 2025. Il y avait le San Diego Comic-Con, puis le LA Comic-Con, puis on avait annoncé que Stan Lee allait être disponible en forme d'hologramme, pas comme Tupac. Là. Je parle vraiment d'un hologramme, d'un espèce de grand... Oui, puis on pouvait lui poser des questions. Certaines questions, avoir une interaction avec lui qui était limitée. Puis ça, c'était pas comme... Bon, c'est les ayants droit, en fait, de Stan Lee qui ont accepté ça. Là. Ça s'appelle Stanley Universe. Là. C'est comme la compagnie qui persiste après sa mort, qui a les droits de la ressemblance, la voix, les entrevues, le contenu que Stan Lee a fait de son vivant. Puis ils ont créé ça grâce à un partenariat avec une compagnie qui s'appelle Eleven Labs. Et là, ils s'apprêtent à amener cette collaboration-là à un autre niveau parce que le Comic-Con a eu lieu, les gens pouvaient interagir avec Stan Lee, je pense que tu pouvais réserver ta place, tout, donc il y a un modèle d'affaires qui se créait là. Là, ils viennent d'ouvrir une espèce de différents produits divers. Là, c'est loin là, ce qu'ils font à Eleven Labs. L'année passée, ils ont signé avec Michael Caine pour que sa voix soit utilisée dans de la lecture de livres en ligne, par exemple. Ou que sa ressemblance et sa voix... Michael Caine, es-tu décédé? Non. OK. Il n'est pas décédé. Pas encore. Mais il est quand même assez vieux. Les snipers de Eleven sont en train d'attendre que les contrats, dès que l'encre à sèche. Là. Fait que là, ce qui arrive, c'est que vous pouvez, si maintenant vous avez une visée commerciale, par exemple. Ouais. Tu es en train de checker s'il est mort. Il est mort, il est pas mort, je te dis. Non, je checkais mes notes pour tantôt. Je faisais de blague. Puis, donc, si vous voulez mettre Michael Caine dans votre, je dis n'importe quoi, votre annonce de char, par exemple, vous pouvez passer par Eleven Labs, puis sa voix va être utilisée dans le commercial. Donc, il y a comme une offre substantielle, vous pouvez passer à travers ça. Il y a aussi une offre vidéo, éventuellement. Et là, ce qui arrive, c'est qu'ils vont rajouter Stan Lee, ce package-là. Et dans ce package-là de possibilités pour les entreprises, il y a aussi la possibilité que, comme Michael Caine, Stan Lee vous lise à travers leur app les livres audio que vous écoutez. Et le premier livre qui va sortir, c'est Treasure Island, qui est un livre que... T'as dit à travers leur app, mais moi, j'étais comme à travers le rap. Non, pas le rap. J'ai compris la même chose pour être honnête. Leur rap. Pardon. Mais là, je m'imaginais Michael Caine qui était comme... Yo! Ben, j'ai joué dans Batman! Ça serait du AI slop. Non, à travers leur app, c'est que tu peux... en fait, la compagnie est spécialisée dans ce qu'ils appelle du text-to-voice, mais ils sont spécialisés à faire des voix qui sont hyper réalistes. Sauf que là, ils se basent aussi sur des gens qui ont existé ou qui existent encore. Donc, dans ce cas-ci, tu peux utiliser la voix pour créer des commerciaux, avoir des possibilités, avec des partenaires puis des brands, des choses comme ça. C'est sûr que Michael Caine, il y a une cote. Là, c'est les ayants droit de Stan Lee qui vont en avoir une. Et une des choses qu'il offre, c'est une application qui peut lire des audiobooks. Et là, Michael Caine, sa voix est déjà là-dedans. Mais là, tu as Stan Lee qui va lire... Mettons, je sais pas, n'importe quel livre. Spider-Man. Pas Spider-Man, mais un livre. Et là, ils vont lancer un book club qui était basé sur les livres que Stan Lee aimait quand il était de son vivant. Dont le premier qui va sortir, c'est Treasure Island. Donc, Treasure Island, c'est un livre que Stan Lee a souvent cité comme une de ses inspirations, un de ses meilleurs livres. Et donc, il va y avoir une série de livres comme ça qui pourraient être lus par Stan Lee. Tu sais, je veux juste dire, tu sais déjà que l'AI va prendre la job de plein de monde. Ouais. Là, les gens virtuels vont prendre la job de d'autres acteurs qui pourraient avoir ces contrats-là. Les morts vont prendre la job des vivants. Oui, c'est pour ça qu'ils disent dans la Bible, d'ailleurs. Il y a comme par rapport à l'Apocalypse. Quand les cimetières seront pleins, les villes seront leur cathédrale, mais ça, c'est un... j'allais dire, c'est Dawn of the Dead. C'est pas la Dawn Bible. of the Dead. Non, mais c'est dans la Bible parce qu'ils ont la même citation dans Ghostbusters quand Ernie Hudson puis Dan Aykroyd sont sur le pont puis ils reviennent à New York. Fait que c'est tiré de la Bible. Mais là, c'est-tu réglo avec le Screen Actors Guild, tout ça? Là? Il était parti en grève en réaction à ça. La réalité, c'est que dans le cas de Michael Caine a dit oui. Fait que c'est de son vivant. Moi, je sais pas ce que Stan Lee a signé de son vivant. Qu'est-ce qu'il a approuvé. Les syndicats, ça marche dans les deux sens. Il faut que tu suives les règles. Ils vont dans l'après-vie aussi? Non, mais dans le sens que, non seulement il faut que ton employeur suive les règles envers toi, mais toi, tu dois suivre ces règles-là aussi. Je suis pas assez féru du sujet, mais serais-tu surpris qu'une entreprise de ce type s'en calisse de la loi? Ça pourrait être... Ça sera pas la première fois.
Donc, éventuellement, peut-être la voix de Stan Lee ou des caméos dans votre annonce de meilleur yogourt ou de je sais pas quoi, c'est une possibilité. Donc, c'était juste le début là, quand ils ont lancé leur truc d'hologramme l'année passée. Puis là, ça grossit. Puis c'est sûr que c'est basé sur des centaines d'entrevues que Stan Lee a faites de son vivant, mais c'est pas une... On n'est pas en train de recréer Stan Lee. Ce qui était Stan Lee n'existe plus. Là. C'est juste sa voix, puis sa ressemblance, puis à peu près ce qu'on pense qu'il aurait dit. Mais tu sais, on pourrait parler de Puis là, jeux il va vidéo. pouvoir te dire, c'est comme, non, t'as tort, Stanley. Puis là, oh, you're right. Thank you for catching me on this. oui, comme ça, j'ai fait tout le temps. Là. Ouais, exactement. That's a great question. Ouais, that's a great question. You Donc, got me there. fait que, c'est tout. C'est ce que j'avais sur le sujet. Je trouve ça... Tu sais, quel... Puis, tu sais, je veux dire, on détruit l'environnement pour ça. Oui. C'est il y a ça weird, aussi. c'est Ouais, j'ai vu les data tellement centers weird. qui sont proches de communautés, le bruit que ça fait, là. Ah, C'est aliénant. Je sais pas comment tu peux habiter. Puis Là. que les gens autour ont moins d'électricité parce que le data center, tu sais, comme, Mhm. éteignez vos L'électricité, lumières, là. des- Il y a du monde qui veulent faire Yoann, du de IAS, là. l'électricité et de l'eau. Oui, je sais, Ben ça oui. fait aucun sens. On fait tout ça pour que Michael Caine nous lit des livres, passer sa mort. Eh là, il est pas mort, là. Il est pas mort, je te jure, il est pas mort. Oh my God. Mais c'est devenu, tu sais, nous, on peut résister à ça, mais le mouvement social va dans l'autre sens. C'est au Mes moins ça. élèves, encore une fois, eux, c'est leur Google. Ils tapent Ouais. tout dans ChatGPT. Ah oui, je sais. C'est... Oh. Il n'y a rien Ben, à puis faire. même Google est rendu assisté par AI aussi. Ouais. là, fait Mais que- en même temps, tu vois, dans les entreprises, il y a l'air, on dirait qu'il y a un autre côté là, qui sont en train de se rendre compte. Les AI coûtent plus cher C'est pas vivable. que qu'est-ce qu'ils disent. C'est pas rentable. Puis là, comme Microsoft avait beaucoup de contrats avec Claude pour leurs programmeurs, puis ils ont cancellé tous leurs contrats avec Claude parce qu'ils se sont rendus compte que leurs programmeurs l'utilisaient trop, puis ça leur coûtait plus cher que d'engager du monde que d'utiliser ouais. le AI. C'est qu'ils ont cancellé tous leurs contrats. Il y a une compagnie, puis là, je me rappelle pas le nom, là, c'est parce que je suis on top of my head en ce moment. Il y a une compagnie qu'en un mois, ont dépensé 5... Parce qu'ils n'ont pas mis de limite sur le nombre de tokens de leurs employés. Ils ont dépensé 500 millions en... C'est Il qui y a la pas- compagnie? Je me rappelle pas. Technologique? Oui, une compagnie de programmation. Là. Puis 500 millions Aïe. Ouais. en un mois. Ça fait que là, tu sais, tu peux engager des programmeurs en tabaslac pour 500 millions. Là. Tu rentres pas dans ton cash. Là. C'est qu'ils sont en train de... Tu sais, ils montraient, là... Walmart vaut à peu près comme 790 milliards de dollars. Les revenus de Walmart, c'est 890 milliards de dollars. Mhm. C'est que ça a du sens. Ouais. Anthropic, la valeur de l'entreprise, c'est 750 milliards de dollars. Les revenus d'Anthropic, C'est zéro. c'est 25 milliards de dollars. Hmm. C'est une balloune. là. Il y a quelque chose qui Mais va qui exploser. Il y a quelque chose- investit dans tout ça? Comment ils font pour avoir cette On liquidité-là? dirait que c'est la même argent qui Je tourne pense que c'est en les rond. mêmes mains, en fait. C'est ça la C'est ça, comme je prends ma main gauche, je la mets dans ma main droite, puis là, je la remets un peu dans ma main gauche. C'est les espèces de tu sais, les sociétés, c'est too big to fail, en fait. Ouais. Ouais. C'est géré par des gens ils ont comme vu les failles ou ce qui prétendent être des failles dans le système, puis ils les abusent. Puis comme il n'y a pas de loi contre, ben, ils le font, puis ils s'en foutent. Puis le côté moral n'est pas là, anyway, fait qu'ils s'en foutent. là. C'est ChatGPT qui achète des puces à Nvidia Mhm. pour je sais pas combien de milliards de dollars, puis Nvidia qui investit dans ChatGPT dans l'entreprise. Ça fait que donne-moi un peu de ton argent, je vais te donner les puces, puis je vais remettre de l'argent, puis je vais posséder ta C'est ton c'est argent. juste du gros fucking grifting. Là. Regarde ce qui se passe avec le match de UFC là, qui va être sur le gazon de la Maison-Blanche. T'as Trump qui est maintenant rendu un des actionnaires de ce qui est rapporté de la compagnie TKO. de TKO, qui est la compagnie qui est derrière UFC et la WWE. WWF, puis WWE, pardon, j'ai trahi mon âge. Et c'est avec qui ont un contrat maintenant la WWE? Netflix, qui est un des plus grands streamers au monde. Oh, ça, Fait que tout est interconnecté. Là, tu sais, je veux dire, je suis pas, je fais mon innocent, mais en ce moment, le podcast sur lequel sur quoi ça roule, Oh non, tout est lié à ça. là. T'es-tu sur Amazon Web Services? Je suis sur tout. Mais non, le show n'est pas hébergé là-dessus, mais on y a Ok. déjà considéré dans le temps qu'on cherchait un Ouais, hébergeur. ouais. tu sais, Puis on a en failli passant, l'être. parenthèse, si Netflix veut avoir le show, ils On prennent serait des podcasts. content, là. Ah, On serait ouais, content, ouais, je serais ouais, c'est ça, super ouais. content. Moi, ça me tente de pas être dans la merde avant que ça pète. Ça pète, ouais. De un, puis de deux, tu sais, il y a des côtés sombres à tout, puis il y a des côtés moins sombres à tout. Oui, tu sais, on vient de dire tout l'argent, tout ça, Ouais. mais ça reste que Netflix paye des créateurs, crée des séries, crée des films. Mhm. Il y a du bien qui sort de Netflix Ouais. aussi. Là. On crée des choses. Là. Ouais. Tu sais, c'est un bon créateur, Netflix. Ah, absolument. Puis ils prennent des risques. Netflix, c'est un des streamers qui prennent des risques, qui essayent avec des nouvelles séries et tout ça. C'est que non.
Non, je les aime, Netflix. Puis, tu sais, si on revient à la... Faut-tu que je vous redonne le numéro de téléphone de mon agent, s'il vous plaît, Netflix? Puis si on revient à la théorie du basilisque, là, vous connaissez, là, Il y a du monde qui aime ça, le basilic, puis il y a du monde qui aime pas le basilic. Il y en a que ça goûte le savon. Non, ça, c'est la coriandre. Non, mais bref, tu sais... J'aime comment on a tous pas dit la même chose, on a tous compris ce qu'on voulait dire. Bref, tout ça pour dire que, tu sais, vu qu'on est en onde, moi, j'aime les AI et si jamais c'est le AI qui venait qu'à contrôler la planète, sachez que je suis de votre bord à 100%, là, il n'y a pas de problème. Ça, là. oui. Moi, là, je trouve que Skynet, tu sais, quand j'écoute Terminator, je veux que la machine gagne, OK? S'il vous plaît. C'est vrai, ça on a fait notre temps, les humains, là, c'est correct. C'est correct. Ouais. De toute façon, vous avez vu combien ça coûte, puis comment c'est polluant élever un humain versus... Ça capote! Ça, c'est quelqu'un qui a dit ça pour vrai, là. C'est le fondateur de ChatGPT. C'est hallucinant. C'est de la psychopathie. Je veux dire, c'est quelque part, là... Tu sais, si on vit dans une simulation, là, on a du fun, là, on vit dans une simulation, là. Hey, on est dans la dernière saison en tabarouette. Hein. On est dans les... C'est quoi on a fini la cassette, on est rendu dans les DLC. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ceux qui offrent des chapeaux, là, de temps en temps. Pas grand-chose. Ouais. Mais vous autres, ça vous fait quoi de penser à cette histoire-là de Stanley utilisé dans des pubs, utilisé dans des... C'est... Moi, encore là, c'est peut-être parce que il faut qu'il y ait un renouveau dans tout. Il faut que tu aies des nouveaux réalisateurs, il faut que tu aies des nouveaux acteurs, il faut que tu aies des nouveaux musiciens, il faut que tu aies un renouveau. Puis je trouve encore, c'est tout le temps des choses qui prennent de place de nouveau. Ouais. Puis je leur enlève rien là, à Stanley puis tout ça. Ils ont travaillé excessivement fort puis ils ont gagné tout ce qu'ils... Mais là, c'est le temps aux autres. C'est le temps au nouveau Stanley, celui de 17 ans là, qui veut comme... Qui vient de réaliser The Backrooms. Qui vient de réaliser The Backrooms, puis qui veut faire d'autres choses, puis qui veut grandir. Peut-être le même aussi, genre plus loin dans la quarantaine aussi, que c'est peut-être à leur temps oui, c'est aussi, ça. genre, peut-être fin quarantaine, là. Ils commencent à avoir la cinquantaine, puis ils ont peur. Puis, eux autres aussi, ils ont le droit un peu. Le souffle-froid, la un peu mortalité qui souffle dans le cou, là. Ça serait le fun de faire de quoi, alors. Ouais. Mais non, faut que ça bouge aussi. Ouais. Ça peut pas tout le temps être les mêmes personnes, parce que sinon on entend tout le temps les mêmes Mais je me voix. demande si ce tabou-là, c'est pas générationnel. Dans le sens que, tu sais, la génération qui va vivre avec des acteurs qui sont décédés, qui vont assister à des performances d'acteurs décédés, puis en même temps, il y aura pas le même tabou, je pense. Ouais, mais c'est pas juste une question de tabou. C'est que moi, je veux pas revoir la même affaire. Moi non plus. Je veux pas voir plus de films de James Dean. Je veux voir plus de films de Renata Reinsve. Oui, mais oui, je peux t'en donner des films de James Dean. Il y en a plein sur une plateforme sur Internet. Ah, l'autre James Dean. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que... Moi, je veux dire qu'on a tous compris la référence, ça fait qu'on est tous du mauvais monde. Je me retiens depuis tantôt pour faire des... il a joué dans un film de Paul Schrader. Mais c'est pour ça qu'on le connaît. C'est pour ça qu'on le connaît, c'est la seule raison. Oui. Mais je me retiens depuis tantôt pour faire des jokes de backroom, casting couch, OK? Fait que là, je l'ai dit. Qu'est-ce que... Ouais, en tout cas. Bon, en tout cas, prochaine nouvelle. Vas-y donc, Antoine. Reste-tu quelque chose? Non, pas vraiment. Je vais pas, non. Parfait. Bon, revenons dans le positif. Oui, c'est ça, parce que moi, c'était d'autres négatifs. Je suis comme, vas-y. Activision vient de mettre un trademark. Puis ça veut rien dire, là, parce que des trademarks, ils s'en créent tout le temps. J'en ai fait 3, moi, depuis le début de l'émission. Ben, c'est ça, exactement. C'est qu'il y a un nouveau trademark qui arrive pour Crash Bandicoot. Vous vous souvenez de Crash Bandicoot, là, ce joyeux... oui, il est de retour. Il est de retour. Sous forme de POG. L'ancienne mascotte de PlayStation, ouais, qui a après appartenu à Activision. Puis là, Microsoft a acheté Activision, donc maintenant, Microsoft possède l'ancienne mascotte de PlayStation. Ouais. Mais un trademark pour des téléséries et des films de Crash Bandicoot. Moi, personnellement... J'aime que tu viens juste de dire que tu veux qu'il y ait de la place pour des nouvelles tu ramènes une vieille mascotte des années 90 sur PlayStation. J'ai toujours trouvé lame. Puis, mais vous vous souvenez... Non, attends. T'as-tu vu les publicités? Oui, les publicités. Mais c'est le dude dans les pubs de PlayStation. Mais c'est extrême. C'est les pubs des 90s. Même les magazines étaient comme ça. C'était in your fucking face. Là, avec lui à l'extérieur comme Crash Bandicoot, à l'extérieur du bureau à Seattle de Nintendo avec son haut-parleur qui les insulte. Puis tout ça.
C'est juste, j'ai jamais aimé les jeux. Tu sais, j'aimais le personnage parce que je trouvais ça drôle. C'était fucking tough comme jeu. C'était très difficile. La perspective était pas facile. Non, puis des fois, tu sautais, puis t'avais l'impression que t'aurais dû réussir le saut, moi mais aussi. comme... C'est-tu un des premiers platformers 3D vraiment qui utilise toutes les dimensions? Je pense que oui. Non, parce qu'il est sorti en même temps que Mario 64. Mario 64 est le vrai. Puis t'étais pas pris dans un tunnel. C'était des tunnels, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est le premier comme runner, là. Ouais, c'est ça. Tu sautais par-dessus des obstacles, des trucs comme ça. Tu t'étais pas complètement libre dans Crash Bandicoot. Fait que là, ils ont réservé plein de trademarks. Fait qu'on pense donc à des TV show ou un film. Le trademark est pour ça. Donc, peut-être que Crash Bandicoot va revenir avec son attitude. Oui. Son attitude très 90s. Oui, c'est jeans cut-off. Puis in your face attitude des années 90. Écoute, this ain't your mama's platformer. J'aime bien, c'est comme c'est Crash Bandicoot qui voyage dans le temps des années 90 à notre époque. Puis il fait comme... C'est un gros fan de Nirvana et là, il apprend ce qui est arrivé à Kurt Cobain. Puis ça l'envoie dans une espèce de spirale dépressive. Il est comme tout déprimé. Il fait le pas bien. Puis il y a juste des références des 90s puis tout est disparu. Mais en ce moment, la nostalgie est aux années 90 et ça me rend vraiment heureux. Moi aussi, ça me fait du bien, en fait. C'est vraiment le fun. Il y a même un mouvement de genre... Tu sais, là, je sais qu'il y a un dernier film de Jackass qui va sortir, mais le monde sont comme, hey, ça prendrait du Jackass dans notre vie, là, tu sais. L'avant-dernier film, avant que celui-ci sorte. Oui, le 4. Le 4. Quand j'étais le voir, j'étais comme, je pense que ça va être déprimant de les voir encore faire ce genre de cascade-là. Et puis j'ai eu du fun. Mais c'est parce que c'est un film de retour de pandémie aussi. La première fois qu'on sort au cinéma après la pandémie, puis là, tout d'un coup, c'est le dénominateur commun. C'est la chose qui nous réunit tous et toutes en tant qu'êtres humains. C'est des coups d'un chenol. Des coups d'un chenol. Ça fait du bien. Pas les coups d'un chenol qui font du bien, mais ça fait du bien de rire. S'il y a bien un référent culturel universel, c'est le coup dans les chenolles. Le ballon dans la fourche. Le ballon dans la fourche. Tu sais, je réécoutais dernièrement encore des extraits. Puis tu vois, ils sont tous vieux, mais ils ont amené quand même un paquet de nouveaux jeunes à le faire avec eux autres. Ils ont pas le choix, man. C'était le fun. Le film, il est le fun. Ils ont du fun, puis c'est irrévérencieux, puis on a besoin de ça, puis... Tu sais, un genre de fuck tout. Est-ce que Bam Margera est dans le prochain? Bam Margera, il est dans un sketch, mais qui a été filmé avant. Parce qu'ils se sont vraiment chicanés. Puis ils se parlent plus vraiment. Tu sais, à un moment donné, c'est que le gars, il était dans l'abus des substances, qu'il pouvait plus... Ils l'étaient tous à un certain point, mais Steve-O, lui, il est devenu clean. Puis là, maintenant, il va vraiment bien. Il est en santé, puis tout, puis il est sobre. Mais Bam Margera, lui, non. Non, c'est ça. Il y a des hauts et des bas. Là, en ce moment, il est clean. Ça fait que knock on wood. Ah oui, OK, oui. J'ai vu une vidéo sur Internet, je pense que j'en ai déjà parlé, où est-ce que c'est lui qui revisite sa maison qu'il avait dans son propre télé-réalité. Où il tourmentait ses parents. Oui, il tourmentait ses parents, mais il y a eu une maison à lui après qui était sur une petite ville, puis la ville était contre lui parce qu'il faisait juste de la merde, puis du bruit, puis des show rock. Je voudrais pas être le voisin. Moi non plus. Mais là, il revisitait, il habite encore là, puis il revisitait les lieux, puis il y avait comme une mémoire incroyable, mais c'était comme triste de tous les tricks de skate qu'il avait fait, puis tous les spots, puis là, il faisait des références à plein d'épisodes, puis c'était comme le dude qui se remémore sa vie au secondaire où il était au pic de sa popularité. Puis quand Dunn est mort, il y a quelque chose dans Bam qui est mort. Il a pété. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'es tellement proche, c'est comme... Tu sais, c'était son âme sœur, là. C'était son meilleur ami, puis... Il y a, comme le morceau qu'il gardait, il était déjà problématique, mais le morceau qu'il faisait qu'il passait pas de l'autre côté, d'être vraiment too much, est parti, il a perdu le contrôle. On a eu une super de belle... Tu sais, moi, j'aime beaucoup la nostalgie des années 90. Là. C'est une période que j'aime beaucoup. Là. Étrangement, quand j'étais dedans, je ne m'apercevais pas à quel point j'étais chanceux. Mais cette espèce de marge où tu avais l'Internet puis la culture de la télé en même temps, qui était un peu au même niveau. C'est pas au même niveau, mais était complémentaire. Là, l'Internet a tout absorbé. Puis on a perdu de quoi là-dedans? Absolument. Je sais pas, c'est très difficile à expliquer pour quelqu'un qui est pas né dans cette situation-là, mais on a perdu la possibilité de se planter, que ça se retrouve pas diffusé devant 30 millions, justement recevoir un ballon dans la fourche, ou qu'importe. De juste pouvoir... Moi, j'ai jamais sorti d'un club pour aller danser, là, ça n'a jamais été mon truc. Mais
maintenant, même aller dans le club, aller danser, si tu danses pas super bien, Tu vas te faire filmer. tu peux te faire filmer, tu peux te faire... Tu sais, il y a Moi, pas... moi, tu je peux sors pas un faire peu. d'erreur. Moi, je sors un peu danser dans les clubs, puis il y a beaucoup de places qui, soit ils prennent ton téléphone ou ils collent un sticker sur ta caméra. Puis ça permet beaucoup plus de liberté, comme les photos sont pas permises. Là. Fait que ça laisse les gens se défouler un petit peu plus, puis c'est le fun parce que c'est ça, les jeunes, ils ont tellement peur d'être cringe. Que comme quand il y a des danses, quand il y a des événements, ils restent en piquet, puis ils sont comme, tu sais, ils osent pas. C'est terrible, ça, d'être observé constamment. Tu le vois-tu avec tes étudiants, cette pression-là de l'image constante? Oui, je le vois, qui ont l'habitude de toujours être dans un état où ils peuvent être filmés à tout moment. Donc, dans une perspective de performance, oui, de mais ça, on en parlait aussi, juste toi puis moi, à un moment donné, Benoît, que aussi, quand tu parles aux gens, ils sont souvent plus en mode monologue parce qu'ils ont comme l'habitude de parler à une caméra ou de formuler leurs idées, puis tu sais, comme là, on est coupable de ça ici parce qu'on a un podcast et on parle à un auditoire, alors on formule nos idées de façon à être complet dans notre idée, ou on je essaye, sais pas comment dire, ou on essaye. Je suis loin de ça, moi, là. Mais c'est cette idée-là de, justement, quand tu parles à quelqu'un, je sais pas comment décrire, la façon dont les gens parlent, c'est très performatif et c'est pas conversationnel, c'est pas dialogal, c'est monologue, là, tu sais. Mais c'est deux monologues qui se répondent, mettons. OK, ouais, c'est Puis, mais tu sais, je fais des généralisations. Là. Oui, on s'entend. Je suis prof au secondaire, j'ai pas le pouls de toute la jeunesse. T'es pas sociologue non plus. Là, mais... Ah ben, j'ai un bac en sociologie. Ben là, t'as maintenant que t'es sociologue. Mais tous les jours, je suis heureux d'avoir pu aller au secondaire sans cellulaire. Ouais. Ouais. Moi aussi, en grandissant, le cellulaire, ça m'aurait tué. Mais faut aussi se rappeler que c'est le propre des vieux comme nous de regarder les générations qui suivent puis de faire comme, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. On est quand même pas... Moi, j'essaie de tout le temps me rappeler, puis j'en parlais deux fois avec Jake, de pas être le vieux monsieur. Ouais. Il y a des choses qui vont me faire réagir, puis du coup, je réagis-tu parce que j'ai vraiment raison de réagir ou je réagis parce que c'est différent? C'est différent, oui. Fait que j'essaie de tout le temps de garder une espèce de marge de manœuvre, puis mon corps vieillit, là, j'ai les genoux qui me font mal pour aucune christie de raison depuis 3 jours. J'ai rien fait, OK? Mais j'essaie de garder mon esprit comme connecté à juste pas être un vieux tabarnak réactionnaire, parce que il y a ça aussi, c'est qu'on s'ancre dans nos vieilles habitudes, nos vieilles idées. Ouais. Ça, c'est ça vieillir pour moi. Pour vrai, c'est ça vieillir. C'est pas juste le corps. Là. Ben, moi, ce qui m'obsède depuis un certain temps, c'est que je remarque à quel point... Tu sais, je remarque chez mes élèves leur cyberdépendance à leur téléphone, fait que ça me force moi-même à être plus réflexif par rapport à mon utilisation de mon téléphone. Mais dans des lieux publics, je remarque énormément à quel point tout le monde est sur son téléphone et où tout le monde a toujours des écouteurs dans les oreilles. Puis là, c'est rendu au point où... Comme je suis allé chez le dentiste récemment, puis là, mon hygiéniste dentaire, elle avait des écouteurs, puis elle écoutait un podcast pendant qu'elle me jouait dans la bouche. J'étais allé à l'hôpital, l'infirmier qui m'installait un cathéter, il y avait un écouteur dans l'oreille aussi. À quelque part, je m'attendais un petit peu quand tu vas au couche-tard, OK, l'ado qui travaille au couche-tard, il va peut-être écouter sa musique, peut-être, mais tu sais, en même temps, il n'y a rien de ça qui est supposé. Là. C'est pas un bon service à la clientèle si tu es en train d'écouter quelque chose. En médecine, ça me rend un peu nerveux. Ben oui, mais je veux pas, justement. Je suis comme là, je me bats contre un courant. Il y a un médecin qui est en train de nous écouter pendant qu'il fait une opération. Il est comme, mon Dieu, j'avais jamais réfléchi à ça. Il est comme, oh mon Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon scalpel? Je l'avais il y a 5 secondes. Quelqu'un cherchait autour de la rate. Il me semble que j'étais autour de la rate. Pourquoi on parle de ça? Faut pas vieillir. Je sais pas, on dérape. Benoît. Oui. La vie, c'est la lutte. On est d'accord? Oui. Tout inclut la lutte. Oui. Tout. Mais pour vrai, moi, je suis en train de développer une obsession pour la lutte. Ah, moi aussi. Puis la lutte live. Ah oui. On a un show samedi qui s'en vient. Oui. Au House Gang. House Gang. Oui. Puis là, on a acheté. Puis toi aussi, tu as acheté des billets. J'ai pas acheté mes billets, par exemple. Non, pas pour AEW. Oh non. Pour Mystery Wrestling. Oui, ça, j'ai mes billets. OK. Yeah. Mystery Wrestling, qui est une fédération qui a été fondée par Ivo Luno, qui est un ancien lutteur de la AEW. Je pense qu'il est plus chez AEW. Non, ben oui, il est encore... Ben, c'est pas radiquement, là. C'est ça. C'est que il y a comme un contrat comme libre où c'est que s'ils ont besoin de lui, ils viennent. Ouais. Puis sinon, ils lui permettent de faire ce qu'ils veulent. Je pense que c'est un gars de la région de Gatineau. Oui, il travaille pour le gouvernement. Wow! Ouais, il a un job gouvernemental. C'est pour ça qu'il y a un masque. Oui. On l'a vu d'ailleurs la dernière fois qu'on est allé au H-Gang pour de la lutte. C'était celui qui avait un masque de lutteur. Oui, celui qui a pris mon tabouret pour attaquer quelqu'un. Ben oui, OK, je m'en souviens. Ce gars-là. Ouais. Puis il fait de ce qu'il appelle Mystery Wrestling, qui est une fédération, et moi j'aime beaucoup ça, de la lutte wacky. Oui, c'est complètement weird. J'adore la lutte wacky. C'est penser juste à des Danhausen. Des personnages des lutteurs invisibles. Des lutteurs qui sont en fait juste des refs. J'ai vu à un moment donné sur Internet un Jason contre
comme 10 camp canceller de Christopher wow. C'est un esti de bon concept. Ça, c'est un callback. Il y avait une ligue au Japon qui s'appelait Big Japan Pro Wrestling, qui était de la lutte hardcore. Ouais. Et dans leur lutteur, dans leur staple de lutteur, il y avait Jason, il y avait Leatherface, tout ça, qui, bon, ben là, eux autres, ils se pitchaient dans des néons puis des plaques de vitre puis tout ça. Là. Mais Big Japan était le premier des luttes hardcore japonaises qui allait vraiment dans le extrême weird. Tu sais, on en a tous vu des hardcore matchs avec, bon, il y a des néons, il y a des thumbtacks, il y a de la barbelée. Ça, je suis pas trop fan, moi, ben, franchement. Moi, quand l'histoire t'amène le là, permet, faut que ça aille là. OK. Il n'y a rien de pire pour moi. Exemple, si on prend AEW, quand tu avais Hangman Page contre Swerve, puis que, tu sais, Hangman Page a brûlé sa maison. Tu sais, Ça se fait pas. Ça se fait pas. Puis tu peux pas... Tu sais, puis c'est un problème que j'ai avec d'autres fédérations qui vont avec des histoires intenses comme ça. Puis là, c'est comme, ben là, finalement, ils vont se battre. Puis Ils livrent pas. non, mais ils lock up, tu sais, comme ils font un match de lutte. Puis t'es comme, oui, non, vous êtes un Et peu dans plus le fâché. cas de Page a bu le sang de Swerve comme il se doit, live à la télévision. Non, mais tu sais, ils ont tombé dans des thumbtacks, il y avait de la barbelée. Tu sais, il y avait des spots intenses, tu sais, il y avait des tables en feu. Parce que c'est normal, ils se détestaient. Il y a tout le temps des tables en feu, man. Fallait que ça aille à l'extrême. Mais là, l'affaire de brûler la maison, c'est quoi? Ils ont brûlé une maison pour vrai. Pour vrai? Ouais. Qui appartenait à un des... Ce que j'ai cru comprendre, c'est que les pompiers faisaient un exercice? Un exercice de Ouais, feu. La maison avait pas de l'air finie, je te dirais. Ouais, ok, c'est ok, ça, ok. un exercice de feu. Puis ils ont vu l'opportunité. Hangman Page est parti là avec une chaise. Il a installé comme un chaise divan à l'extérieur de la maison. Il s'est assis. Puis il a pris une photo avec la maison en feu en arrière. Fait que là, c'est devenu genre... Quelle bonne idée Ouais. de Hangman. Ben, tu vois, tu prends n'importe quoi puis tu crées de l'histoire. Pour revenir à Big Japan, un de leurs matchs qui m'a fait vraiment rire, c'était il y avait déjà fait des Piranha in a Tank. Blood Deathmatch, où c'est qu'il faut que tu fasses saigner le gars puis tu le mets dans la tank de piranha. Ou, des Cactus in the Corner Deathmatch. Puis avec des grosses aiguilles, là. Mais ça revient à ce qu'on disait sur Jackass. C'est le dénominateur commun. Ouais, là. c'est la ça, violence corporelle. Il Parlant avait de fait- violence corporelle, toi qui es un fan de Hellraiser, Doug Bradley avait... C'est-tu Doug Bradley, c'est l'acteur qui jouait... l'acteur, ouais. Il y avait, pendant un moment, une fédération d'horreur. De lutte d'horreur. C'est lui qui l'avait. ouais. Je pense que c'est la même qui a été rachetée par Billy Corgan, qui est le Ouais, dude ça de- fit. Ouais. C'est tellement cool. Mhm. Malade. Bref, Big Japan, une fois, en plein milieu d'une piscine, avait monté sur une plateforme un ring. Et dans la piscine, il y avait des requins. C'est que le Bien but, sûr. c'était d'essayer de pitcher les lutteurs dans la piscine de requins. Mais tu sais, j'aime ça du spectacle comme ça. Mais ben Big oui. Japan, c'était extrême. Là. Je dis pas que toute la lutte doit être comme Big Japan. là. Mais tout ça pour dire que Mystery Wrestling vient à Montréal Oui. le 25 juillet. C'est un samedi. Ils vont être au On peut Pain l'annoncer Mathieu. maintenant parce que j'ai mes billets. Moi aussi. Là, allez-y. Moi, j'ai ok, mes billets ok. aussi. C'est un petit peu plus dispendieux que le match où on est allé assister, toi puis moi, Antoine. C'est 18$ de plus. 48, je pense, avec les taxes à peu près. 48 avec les taxes. Mais on parle d'une fédération qui attire beaucoup de monde. Il y a un gars sur le Discord, M. Chuck, qui disait que c'est ça a de la torque, le Mystery Wrestling. Là. C'est regardé. Ils font ce genre de pay-per-view-là habituellement à Gatineau. Je pense qu'ils voyagent, mais là, je pense que c'est la première fois qu'ils viennent à Montréal. Et il va y avoir la AEW. AEW Le lendemain, le le dimanche. lendemain. Centre Bell ou à Place Donc, Belle? est-ce qu'il va y avoir des lutteurs de la Ce qui AEW? est possible. C'est très Parce que possible. Bruno est dans la AEW. C'est ça, c'est tous des amis. Ouais. C'est tous des amis. Ouais. Fait que je vois très bien. Puis pour les gens qui sont fans de FLQ, pas la cellule terroriste, mais l'ancienne fédération de lutte, ça va être au Bain Mathieu et ils mettent le ring dans la piscine. Oui. Carrément dans une piscine vide, là, on s'entend, là, mais t'as l'impression d'être dans, en fait, la base des méchants des Turtles, là, dans le film des années 90. Là. C'est vraiment, puis t'as le monde autour qui regarde le match. C'est vraiment Wow. comme Et setting. si vous avez vu mon film We Are Zombies, c'est là qu'on a c'est eux, filmé vous avez tourné, la oui. dernière C'est bataille vrai, du film. Ah, nice. La finale du film. Fait que toi, t'es dans tout. Mais bref, la lutte, tout est dans tout. Ouais. C'est pour parler de lutte. Il y a eu un leak du vidéo qui annonce le nouveau jeu vidéo de Virtual Fighter 6. Le jeu a l'air excellent, les graphiques ont l'air malades, l'impact, le gameplay a l'air fou dans le petit vidéo qu'on a vu est vraiment fou. Mais il présente un des jeux, un des personnages qui est Wolf, qui est un des lutteurs dans l'univers de Virtual Fighter. Et ses moves ont été basés sur qui? Nul autre que le géant
le parfait Will Ospreay. Moi, c'est mon Dieu, Will Ospreay, qui est un grand lutteur. Ouais. Un de mes lutteurs préférés de pratiquement tous les temps. C'est lui qui aurait fait le mocap pour le personnage. On va voir des moves de Will Ospreay. Et chose intéressante que je ne savais pas, originalement pour Virtua Fighter 5, que ça fait très longtemps, le Wolf, le mocap avait été fait par Asuka, qui est maintenant la lutteuse japonaise qui est à la WWE. Ah oui. OK, nice. Donc, ça a toujours été dans la famille de la lutte. Puis Virtua Fighter, ça, c'était Sega, je pense. Sega! C'est ça. C'est genre des jeux au Dreamcast puis tout ça. Là. Ouais, ça avait sorti originalement, le premier en polygone vraiment plus rough à l'arcade. OK. Puis là, éventuellement, avec les années, plus rough. Dans le temps, c'était comme, wow, les graphiques sont fous. Shit, Mais moi, j'ai toujours aimé Virtua Fighter parce qu'il y a un poids aux combattants. J'ai toujours aimé Tekken aussi, là, je rabaisse pas Tekken, mais Tekken est plus floaty, flotte un peu plus, il y a moins de poids aux combattants, tandis que tous les impacts, le poids est beaucoup plus physique dans Virtua Fighter. Puis le 6e, tu le sens encore, c'est beaucoup plus physique. Tu fais une série d'attaques, tu enlèves beaucoup de points de vie, les combats sont plus courts, donc tu te concentres beaucoup plus à qu'est-ce que tu fais. La défensive est plus importante. C'est que j'ai toujours été un fan de Virtua Fighter 6. C'est dans les fighters probablement le plus dur à maîtriser. Le plus simple à apprendre, le plus dur à maîtriser. Ah, ouais. C'est que... ça fait longtemps que j'ai joué à un bon fighter. Souvent, tu sais, comme je fais du button mashing, fait que quand c'est trop complexe, je suis pas bon puis j'abandonne. Ouais, moi, je pogne les nerfs à jouer des fighters. C'est pas mon genre. Mais j'aime ça écouter des cutscenes de Mortal Kombat. pour l'histoire. Mais j'ai commencé Mortal Kombat 1, puis je veux pas trouver ça. Je vais pas embarquer tant que ça. Disponible sur Xbox en ce moment, non? Ouais, mais il était disponible gratuit sur PlayStation aussi. C'est pour ça que je l'ai pogné. Mais tu sais, c'est ça, l'histoire. Derrière, il y a un film de Mortal Kombat qui est sorti récemment. Ouais, j'ai pas été le voir. Mais je pense qu'il n'y a pas full marché. Moi, le premier, j'avais pas aimé. Moi, j'avais pas détesté dans le sens qu'au moins, il était plus violent. Ça s'approchait plus de Mortal Kombat. C'était pas le 2 de l'époque. On n'a pas besoin du personnage qu'ils ont rajouté, là. Tu sais, le genre... Carl Urban? Ouais, puis c'est... Non, Carl Urban, il joue Johnny Cage. Lui, ils ont créé un nouveau personnage juste pour le film. Puis il est comme un peu... le Jésus de Mortal Kombat, là. Il est l'élu, puis tout, puis ça gosse, là. Mais puis là, après, Ted Boone, qui est le créateur de Mortal Kombat, voulait prendre ce personnage-là puis l'amener dans Mortal Kombat, mais il l'a jamais fait, vu que le monde a fait comme pas sûr de ce personnage-là. C'est que j'espère qu'il n'existe pas dans le deuxième jeu. Mais ça a l'air d'être basé sur Johnny Cage, le deuxième. As-tu des fighters récents à recommander, des jeux que tu as beaucoup aimé? Le dernier Street Fighter est excellent. Il est vraiment, vraiment bon, puis il est super balancé. Ça fait une couple d'années, là, quand même. Le 5, je pense? Le 6. OK. Ouais. Ça fait quand même quelques années. Ça fait 2 ans. Ah, mais pas tant il est quand même assez récent. Puis ils sortent encore des personnages. Il y a celui basé sur Invincible qui vient de sortir. Je ne l'ai pas assez encore. Mais... Les critiques étaient un peu... il y avait des tweakages qu'ils auraient pu faire, par exemple, pour améliorer les mécaniques. J'ai l'impression qu'ils vont avoir le temps de le faire parce qu'on va le voir à l'Evo de cette année. Voir le niveau. Mais l'Evo qui est quoi? Qui est une fédération de qui est combat? le plus gros tournoi de fighters en Amérique du Nord. Il est déjà embarqué dans cette affaire-là. C'est un jeu qui vient de sortir. Oui, ça fait qu'il va faire partie, il va avoir un gros tournoi à l'Evo, ça va être super intéressant. Qu'est-ce que je trouve toujours triste à l'Evo pour être plus grand public, il enlève la violence des jeux, donc Mortal Kombat, t'as pas le droit de faire les finishes, il enlève le sang, tout ça. Mortal Kombat, pas de sang, c'est comme weird. C'est comme quand il avait porté les Mortal Kombat au Nintendo, puis il avait enlevé toute la violence. Oui, puis c'était de la sueur, sauf que là, tu avais le Game Genie, puis tu changeais le code de la sueur grise, puis ça devenait rouge. C'était hot les 90s, man. Le Game Genie était malade. Souvenez-vous de Yonoid. Souvenez de Yonoid? Non, c'est quoi Yonoid? C'est la mascotte de Domino's. Il y a eu un jeu aussi de Yonoid, mais c'est vraiment une mascotte très 90s. Pour finir avec les fighters, Tekken, parlant de Tekken, vont rajouter dans leur prochaine liste de nouveaux fighters, vont rajouter un fighter qui vient d'un manga, le fameux Yujiro Hanma, qui est dans Grappler Baki. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté Grappler Baki. Non. C'est insane. C'est complètement disjoncté. Vous, je suis en train de passer à travers l'animé. Ils sont sur Netflix en passant. Netflix ou le Plex de notre ami? Non, Netflix. Il est sur Netflix. Je l'écoute sur Netflix. Peut-être qu'il est sur le Plex.
c'est comme tout plein de combattants beaucoup trop sérieux à propos des arts martiaux qui font des gros speeches. C'est fucking violent. C'est drôle. C'est révérencieux. Tu sais pas si l'auteur se prend au sérieux ou c'est... Ah, j'aime ça. C'est en connaissance, mais c'est aussi... Je regarde le artwork, c'est juste comme tellement de trop muscles. de muscles. Là. Tellement de muscles. Oh, Oh puis my l'art God. est pas super C'est comme si Rob belle. Liefeld avait dessiné ça. Mais tu sais, comme genre dans une des séries, ils décident de libérer du monde comme des super criminels qui vont être comme mis à mort pour savoir s'ils sont capables de battre les purs maîtres en arts martiaux. Là, ça sort des guns, puis ça se tire à travers la bouche, toi, les dents arrachées, puis tout. Mais ils continuent à se battre. Là, c'est violent, c'est gory, c'est ridicule, J'aime ça. c'est plein de testostérone, mais en même temps, weirdement... En même temps, c'est très nerd, j'imagine. Ouais, c'est ça. Puis tu sais jamais où la ligne. Si l'auteur, il sait que c'est un peu ridicule ou s'il prend ça vraiment au sérieux. C'est comme... Le ton est weird et all over the place. Il commence des histoires, il les abandonne à moitié. Il build up des super combats qui, en fin de compte, finissent en 10 secondes parce qu'il a décidé, en fin de compte, On j'aime dirait plus une cette série de histoire-là. comics des années 90 sans Ben, blague, là. ça date des années 90 de ce que je vois. ok. là. Le animé, il date des années 90. L'animé, non, Non. Le premier animé, Ok. Grappler Baki, date Ok. des années 90. Celui qui a sur Netflix, c'est la suite de ça. OK. Donc, ben là, spoilers des années 90. Baki a déjà gagné le tournoi underground des arts martiaux. Là, ça commence là. OK. Puis 2000, Ok. puis là, ça commence à être contre les genres de criminels. Mais bref, il amène le père de Baki, Yujiro Hanma, l'homme le plus fort de la planète, au point que les pays, parce qu'il met les politiciens et tout ça là-dedans, là, puis les pays comme t'as Barack Obama qui prend un deal avec Yujiro Hanma pour qu'il se calme, pour que, tu sais, un pacte de non-agression. Ok. Les États-Unis t'attaqueront pas, maître en arts martiaux, mais attaque pas les États-Unis. Là. C'est à quel point il est puissant, son Fait père. qu'il amène ce personnage-là dans le Dans jeu. Tekken. Puis, le père de Baki, Yujiro Hanma, est un personnage excessivement puissant, mais super méchant. Donc, c'est un super vilain. Donc, il va être à la bonne place avec les Heihachi puis tout ça de l'univers de Tekken. Yujiro Hanma, dans le manga, pas dans l'anime, a déjà, dans les derniers mangas, a déjà baisé contre leur gré Trump et Elon Musk. OK. C'est quand même... Donc, ce personnage-là est rendu dans Tekken. Wow. OK, bon, ben, c'est pour quand le dernier... Tout est dans tout. Le prochain Tekken, c'est pour quand? Non, le Tekken est déjà sorti. C'est la prochaine DLC de personnage. Ouais, ils font ça ok, maintenant. ok. Ils font Ben ça. oui. La prochaine saison. On ouais. appelle ça une saison maintenant. Puis juste pour revenir sur ce qu'on disait tantôt, là, pour être sûr qu'on soit clair, là, Mystery Wrestling, c'est le 25 juillet qui viennent à Montréal, ben Mathieu. Puis le lendemain, c'est le premier pay-per-view montréalais de AEW, c'est le Redemption. Ça, j'ai pas encore mes billets. Je vais essayer lundi avec Dan d'en acheter un, mais les prix sont ridicule. C'est Sandbell. Hein, c'est Sandbell, mais la gros fois que prix. Yoann et moi on était allés la dernière fois, je pense que le prix total de nos deux billets équivaut même pas au prix pour D'un un seul billet. billet en ce moment. Ouais, c'est ça. Puis on n'était pas si mal, on était bien placés, je pense. Ouais, on on était bien un placés. peu loin du ring, mais quand même. Là, comme c'est un pay-per-view, c'est là où ils montent. C'est que s'ils viennent juste parce qu'ils vont revenir aussi, je pense, en décembre ou à l'hiver prochain, c'est juste un show parmi tant d'autres. Cool. Mais là, c'est un pay-per-view. Je suis curieux. J'ai jamais assisté à ça, moi, un live Ça va être pay-per-view. Puis on va se dire, oui, les billets sont plus chers, mais si c'est un pay-per-view de la AEW, vous allez en avoir pour votre argent Ouais, parce du que sang en tabarnak. ça sera pas un show de 3 heures comme un pay-per-view normal. Non. Ça va être... Il y en a, là, de Il y a la du lutte. stock. Il y a du stock. Il y Ouais, a tu pas de sais, niaisage. vous allez en avoir pour 5 heures et plus. Là, ouais. Puis là, ils ferment le pay-per-view puis ils continuent à faire des matchs. Même quand nous, on On est était allés... allé, il avait continué. hein. Ouais, comme, OK, le show est fini, puis ils ont continué à nous faire des matchs. Ah ouais. Ouais, Ouais, comme c'était pendant cool. des heures. Mais c'est comme puis ça, c'est l'après-midi? Non, c'est le soir. C'est que ça finit tard, en fait. Ouais, ok. Ça finit tard, les pay-per-views. Même quand on l'écoute sur le Discord des pay-per-views de AEW ou même WWE, ça peut finir passer minuit, dépendamment. Ouais. Et je peux déjà, pour passer à l'autre chose que la lutte, là, mais déjà vous dire que quand la AEW sera de retour à Londres, si je me souviens, cet été prochain, en août, Oui. on va faire une autre écoute de groupe du pay-per-view. Je vais confirmer la place, là, mais j'ai poké la personne qui nous avait accueillis la dernière fois, puis il y avait on l'air était ouvert. une méchante belle gang, puis on C'était avait fun. eu bien du Beaucoup plaisir. de fun. C'était au Ouais. Fun Hub, on avait eu beaucoup de plaisir. Fait que plus de détails par rapport à ça, mais je pense que c'est possible. J'ai passé un mot à
à Sébastien, puis il m'a dit qu'il était intéressé à ce qu'on revienne. On avait eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Nice. Moi, j'ai une petite dernière nouvelle, puis après, on va pouvoir parler de Spider-Man. Ouais. Parce qu'en plus, un marathon dans le corps, en plus. Non, un 10 km. Ah, excuse-moi, un 10 Juste km. un 10. Mais vraiment rapidos. Vraiment rapidos dans l'espèce de graphique de mes intérêts, à part les banlieues des années 90 puis les comics, il y a aussi tout ce qui est paranormal. Ouais. Je suis vraiment fan des événements dits paranormaux, quoique je suis un gros sceptique. Pas parce que je pense pas que les choses ne sont pas possibles, mais les preuves doivent être à la hauteur des déclarations. Et ça, à date, c'est pas arrivé. Mais j'aime ces histoires-là, puis j'aime beaucoup quand il y a des documentaires qui sont dédiés aux phénomènes dits paranormaux. J'aime les histoires, mais j'aime aussi la forme. C'est comme mon true crime. Si c'est exploitatif, j'embarque pas. S'il y a une belle colo, s'il y a une belle mise en scène, s'il y a une belle production value, là, j'embarque au bout, même si j'ai déjà entendu cette histoire-là dans 3 podcasts auparavant. Puis dans le paranormal, c'est plus difficile parce que c'est comme plus facile de faire des cheapness, puis de couper des coins ronds, parce que c'est juste des oui-dire, puis souvent des images excessivement floues et pixelisées. Tout le monde a une patate comme caméra. Il faut quelque chose de bizarre. Exactement. D'après moi, tout le monde met de la graisse Crisco sur son téléphone avant de pouvoir filmer un extraterrestre qui sort de son vaisseau. Mais je suis tombé sur un truc qui existait déjà, en fait, qui est sorti en 2024, qui s'appelle Out There, Crimes of the Paranormal. Déjà en partant, j'étais intrigué par le titre. Puis c'est disponible sur Disney+. Il y a 1 saison pour l'instant, puis 8 épisodes au total. Je vous décris un peu la prémisse. C'est des crimes réels qui se sont vraiment passés, inspirés par ce qui fait partie du canon de ce qu'on considère paranormal. Par exemple, le premier épisode, c'est sur les Lizard People. Il y a énormément de personnes qui croient, c'est fou, c'est même épeurant, que les humains sont contrôlés par une race reptilienne extraterrestre qui sont là moi, pour je disais, Ben, whatever. Je sais pas comment mieux expliquer tout ce qui se passe en ce moment. C'est pas faux. Mais donc, ces croyances-là, ça fait que ça fait partie, à un moment donné, dans certains sectes, de radicalisation. Ça contribue à la radicalisation, pardon. Et il y a beaucoup de vases communicants entre ces conspirations-là et même des trucs antisémites, des vieilles conspirations qui existent depuis toujours. Ça finit toujours par s'emboîter. Donc, ça invite à des crimes. Et le premier épisode, c'est ça. C'est un gars qui est tellement persuadé que son gouvernement est contrôlé par des extraterrestres qui sont des lézards, qui fait sauter une bombe dans le centre-ville de sa ville aux États-Unis. C'est un fait divers qui est arrivé pendant la pandémie. Il y a des gens qui ont perdu leur vie. C'était une grosse explosion. Il a fait exploser ça avec, je pense, du fertilisant. C'est une manière de faire des explosifs. Tu sais, qu'est-ce que ça prouvait? À rien. En fait, quelque part, c'est il y a une logique dans la démence de la personne. Mais il pensait arrêter cette force-là. Il pensait faire réagir. En fait, il y a souvent aussi le désir de se faire voir à travers la communauté pour laquelle tu contribues. Donc, tu sais, il y a des cercles en ligne de gens qui sont dérangés, là, qui ont des problèmes, et ils vont se fider. On l'a vu même ici à Toronto avec la personne qui avait commencé à frapper des femmes avec sa voiture. C'était quelqu'un qui se considérait incel et qui collaborait à des cercles de discussion d'incel en ligne. Une radicalisation. C'est assez épeurant. Moi, je trouve ça excessivement épeurant. Mais là-dedans, il y a plein d'épisodes, les Lizard People, la croyance à des extraterrestres qui ont amené des gens à faire des conspirations contre leurs politiciens locaux en voulant les empoisonner avec de la radiation. C'est comme ça, un long con, celui-là. C'était pas. T'as le Goatman, tu sais, l'espèce de. Celui qui est une espèce de mi-homme, mi-démon, Je le connais cheval. pas. Okay, il y en a plein, là. C'est tous des crimes qui sont survenus à cause de croyances extrêmes dans le paranormal. Puis j'aime vraiment ça. C'est super fascinant. Je vais regarder ça. Comme quoi, oui, c'est peut-être pas réel, mais ça entraîne des actes qui le sont pour de vrai. Oui, c'est ça qu'on disait quand on parlait de Jésus l'autre fois. Oui, exactement. On parlait de Last Temptation of Christ, puis on disait ça, tu sais, la croyance, c'est plus fort parfois que la réalité. Que les faits. Absolument. Il y a 4 races, selon les derniers experts. Les Grey, les Giants Nordiques. Donc, c'est comme... Pas les Nordiques de Québec, là, mais c'est comme des gens d'anciens Vikings, mais ils sont comme blonds, les humanoïdes, puis ils mesurent 8 pieds. Les insectoïdes. Les insectoïdes, je les aime, eux autres. Oui. Puis les reptiles. Puis dedans les Grey, il y a différentes catégories. Tu as les Tall Grey, puis les Small Grey. Puis les Small Grey
serait contrôlé par les Tall Les Grey. petits gris. Les petits Ouais. gris. On disait ça, Les petits petits gris et les grands gris. J'avais un chat qui s'appelait Tigri. Ouais. Mais il me semble qu'avant, on parlait de ça. Je pense que c'était les intraterrestres, les petits gris. Les lizard people seraient les intraterrestres. Mais c'est fou à quel point, pour vrai, cette J'avais culture... joué ma clé sur mon xylophone pour ouvrir la porte induite du Mont-Royal. Ça, tu Ah oui, on parle de Richard Glenn. Richard en ce moment, Glenn. un gars qui partait... Ah non, mais moi je parlais il y a un épisode de Caméra 86 là, qui suit un gars qui croit aux extraterrestres. Mais c'est ça, je pense que c'est Richard Glenn. Non, c'est pas Richard Ah, Glenn, c'est pas mais Richard je pense que Richard Glenn commente à un moment donné, mais non. Richard Glenn, c'est pas le gars qui se promène puis qui est comme la NASA est contre moi parce que j'ai trouvé la vérité. Là. Non, il est trop occupé à tapoter des enfants, c'est ça le problème. Richard Glenn, il a Oui, fait il des a été affaires? reconnu. Ah, je savais pas ça. Ouais, c'est terrible. Le transition vers notre Patreon, si vous voulez donner aux Mystérieux Étonnants, il y a un lien dans le descriptif de l'épisode que vous écoutez en ce moment. Ça vous amène vers Patreon, une plateforme qui vous permet de donner pour l'équivalent d'un café par mois en argent. Et ça nous permet de garder les lumières allumées. C'est super facile de s'inscrire et se désinscrire. Je n'arrête pas de le dire parce que je trouve ça important parce que des fois, tu t'inscris en ligne, tu ne sais pas s'il y a des frais cachés ou des trucs comme ça. Vous abonnez, vous avez du stock, vous avez presque 200 épisodes de Bifurcation, qui est le podcast exclusif que vous avez quand vous vous abonnez au Patreon. Puis aussi, en échange, si vous voulez, écrivez-moi directement à travers la plateforme et je vais vous envoyer le lien vers le Discord des Mystérieux Étonnants. Yoann a quitté presque toute l'Internet à part Reddit puis le Discord des Mystérieux Étonnants. Exactement. Donc, on est actif surtout sur le Discord. Moi, c'est la plateforme que je consulte plusieurs fois par jour, que j'aime beaucoup. C'est une belle communauté. On écoute des films d'Halloween durant la période d'Halloween, bien sûr, des films d'horreur, puis de la lutte de temps en temps. C'est grâce à la communauté, d'ailleurs, de Discord que j'ai commencé à écouter la lutte. C'est grâce à Gab. Puis, ben, c'est ça. Je vous rappelle que le dernier épisode de Noël chez Isidore, le plus récent, n'est pas disponible sur Spotify. Il a été retiré. Ils nous ont donné un strike pour de la musique, mais on ne sait même pas c'est quelle musique, puis on ne sait même pas c'est où dans l'épisode, fait qu'on ne peut pas rien adresser. Oh, shoot. Fait qu'il est disponible partout, dont notre site internet, mystérieuxétonnant.com, mais il n'est pas sur Spotify, malheureusement. Puis le prochain épisode de Noël chez Isidore sera le dernier de Noël chez Isidore. Simon l'a annoncé dans son plus récent épisode, sauf qu'il y a plein du monde qui sont sur Spotify qui ne l'ont pas entendu parce qu'il n'est plus là. Mais le prochain, l'épisode c'est 83, comme le je pense. swan song of Noël chez Isidore. Ouais. Hey, c'est quand même la fin d'une épopée. Oui, j'aurais aimé ça qu'il rende au moins un chiffron. C'est mon côté aussi. Autiste. Ça serait l'épisode combien? 100. Ah ouais, non, mais Le dans son 80, cas, ça serait 85, mettons. 85. Pour faire rond, là. Ouais. Oui, un 5, c'est un chiffron. C'est ça. weird, mais c'est comme quand tu lèves le son sur la télé. Oui, oui. Ça peut pas être comme à 7. Non, faut que tu y ailles par 5. Ouais. Ouais, je c'est suis ça. d'accord. Ouais, tu vois, le 85, c'est comme ça s'emboîte. Oui, Ouais, Je sais c'est pas- ça. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est bizarre. ben, c'est une moitié de chiffron. C'est ça. Ouais, c'est ça. On est disponible partout, je vous le rappelle, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont sur notre site internet. Donc, allez consulter le site pour l'avoir l'ensemble. Sinon, c'est les 300 derniers épisodes qui sont disponibles sur notre site internet. On est sur Facebook, Instagram et les autres plateformes de bullshit, mais on est surtout sur Discord. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Spider-Man, Superman numéro 1. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée Spider-Man Superman numéro 1, un petit 75 pages publié par Marvel Comics en collaboration avec DC Comics. On avait fait il y a quelques semaines de ça Superman Spider-Man numéro 1, qui était la première rencontre de Spider-Man et Superman depuis une cinquantaine d'années, parce qu'ils se sont déjà rencontrés il y a quand même très longtemps de ça en comic book. En fait, c'est un comic qui vous n'avez pas besoin, théoriquement, d'avoir lu rien auparavant. Hey boy! Je vous le dis déjà. C'est chaque histoire que contient ce 75 pages, ce single issue, et son propre truc. C'est comme, vous voyez là, comme son propre univers parallèle. Ce qui s'est passé dans le Superman Spider-Man numéro 1 qu'on a parlé il y a quelques semaines n'a pas d'incidence là-dessus. C'est juste ce qu'on appelle en anglais des showcases. C'est une manière pour des auteurs et des artistes de s'unifier, faire une petite histoire, puis juste d'utiliser en fait des personnages qui appartiennent au canon des deux grandes maisons d'édition de super-héros américaines. C'est ça l'objectif du truc. Puis Yoann ne croit pas, mais c'est vraiment ça. Non, mais en lisant, ouais, là, je rentre directement dans le vif du sujet. Vas-y, mais après, je vais juste faire une petite mise à jour. J'ai l'impression qu'aucun des collaborateurs avait vraiment le goût de le faire. Oui, je comprends pourquoi tu penses ça. D'ailleurs, il y a plusieurs collaborateurs sur le projet. On parle de presque une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 histoires au total.
probablement la plus intéressante, la première, Art Kryptonite de Brad Meltzer, Pepe Larraz. Puis après, on a Dan Slott, Marcus Martin, Joe Kelly, Humberto Ramos, Jeff Jones, Gary Franks. Ça, on a quand même des gros noms. Louis Simonson, Todd Nunak, Stephanie Phillips, Phil Noto, Brian Michael Bendis avec Sarah Pichelli, Jason Aaron, Russell. C'est gros noms. C'est des gros noms. Jeff Loeb, qui est la dernière histoire, avec Jim Chung. Donc, c'est quand même des gros noms du comic book. Et Spider-Man et Superman sont parfois au centre de l'histoire. Des fois, on a décidé d'utiliser Spider-Man Noir, dont la série avec Nicolas Cage vient de sortir sur Amazon Prime, que j'ai pas encore écouté. On a Ghost Spider, Gwen Stacy. On a Supergirl va être là. Donc, c'est Spider-Man, Superman, mais d'autres personnages peuvent être mis en scène dans l'histoire. C'est plus un genre de Marvel et DC qui se rencontrent. C'est ça. J'attendais que Batman pop à un moment donné. Oui, ben t'aurais pu. Il y a eu Thor à un moment donné qui s'est popé dans une des histoires. Puis Batman a une mention, puis t'es comme, OK. Ouais. Exactement. Tu sais, on a à un moment donné le Hobo-Goblin contre Steel. Pourquoi pas, I guess. Mais ça file beaucoup pourquoi pas, I guess. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Tout, on dirait... En tout cas, il y a plein des histoires, j'ai l'impression qu'ils pigeaient dans un chapeau, puis c'est comme, OK, je vais mettre les deux dans cette histoire-là, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais. Ben, est-ce qu'on peut être d'accord, puis on pourra pas être négatif s'il faut, là, mais qu'on a tous été un peu déçus de ce numéro-là? On a été un peu... Ben, déçus, c'est pas le bon mot, parce que j'avais pas d'attente. OK, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut voir. Mais j'ai été... tu sais, je me répète à chaque semaine, je ne lis pas beaucoup de bandes dessinées, je ne connais pas beaucoup. C'est le fun que t'aies pas cette perspective. Ben, c'est ça. Fait que là, j'arrive, je suis le néophyte, je connais ces personnages, surtout des films, et j'avais vraiment l'impression que les histoires étaient trop courtes, ne respiraient pas assez, puis que c'était plein de il droppait des références là, à côté. J'en comprenais la moitié, puis peut-être l'autre moitié, j'étais comme, il droppait des noms, puis là, j'étais comme, je sais pas c'est qui. Puis c'était du name dropping, tu sais, c'est même pas autant. Souvent, tu filais c'est comme. C'est pas au bénéfice de l'histoire. Non, c'est pas au bénéfice de l'histoire, puis c'est comme, tu connais ça, mais je vais te dire une autre affaire que tu connais peut-être, ça. Puis après, je vais t'en dire une autre affaire, ça. Puis tu te souviens-tu de ce personnage-là? Il est pas dans cette histoire-là, mais je vais le dire, son nom. Tu sais, c'est comme... L'histoire n'était pas effrayante, mais je pense qu'il aide pas. Et j'imagine qu'il y a une sélection, là, mais comme un album, il faut que tu choisisses la séquence dans laquelle les tunes sont utilisées, mis sur un album. Là. Dans le temps, à l'âge de pierre, là, qu'on avait des CD. Là, okay? Parce que ça aide à l'expérience d'écoute. Là, je sais pas si l'histoire était choisie en alphabétique ou je sais pas quoi, mais il y avait rien le flow de la BD comme telle, elle n'était pas très bonne. La relation entre Superman et Spider-Man ne se suivait pas de façon logique. Mais c'est pas supposé se suivre de façon logique. Non, mais je veux dire, d'une histoire à l'autre, t'avais l'impression comme que la scène d'avant avait pas eu lieu. Mais c'est ça, en fait. Mais chacun et son histoire. Mais c'est bizarre parce que la première histoire, c'est vraiment, on dirait, comme une première rencontre, quasiment. Puis là, après, ça fit pas. Les autres conversations qu'ils ont ensemble, c'est comme si cet événement-là n'avait pas eu lieu, puis genre, ça gosse. C'est ce qui est un peu, qui peut prendre au dépourvu un peu, c'est que c'est ça, c'est pas une histoire où il y a une succession, la relation entre les personnages, elle est pas... C'était comme ça aussi dans l'autre numéro dont on a parlé, qui était publié, lui, par DC Comics, en collaboration avec Marvel Comics. Tu sais, toutes les histoires sont sur la même structure. Une page d'exposition, une page de bataille, une conclusion rapide, plutôt bâclée. Des fois que j'ai pas compris, les Spider-Man Noir, j'ai pas compris comment ça... Parce que Spider-Man Noir avec Superman vont secourir J. Jonah Jameson. Ouais, mais parce qu'il y avait... moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un complot qui framait Jameson pour quelque chose que, dans le fond, Lex Luthor avait fait. Fait que là, ça finit avec Lex Luthor qui se fait arrêter, puis Jameson qui est comme « Ah, j'en reviens pas que j'ai pas la première page du journal. » Écoute, mais souvenez votre dose de J. Jonah Jameson rencontre Spider-Man. Il y a eu J.K. Simmons récemment qui était à une game de baseball, puis derrière, il y avait un gars habillé en Spider-Man. Oui. Ils l'ont enregistré, là, ils l'ont mis ça à la télévision, puis j'étais comme ça, c'est le crossover que je voulais. Là. c'est parfait. Là, puis Spider-Man, il lit un journal du Daily Bugle. Puis bien sûr, J.K. Simmons fait son point à la caméra. Écoute, si je peux essayer d'avoir un petit positif là-dedans, là, moi j'ai beaucoup aimé quand même, malgré les restrictions de page, malgré la formule, la première histoire. Puis je comprends que c'est pour ça qu'ils l'ont mis en premier, parce que c'est une des fortes histoires où, en fait, on rentre directement dans l'action. Il y a un affrontement entre le Goblin, Green Goblin, Lex Luthor, Superman et Spider-Man. Ils sont pris sous des débris, on sait pas, c'est une ville, c'est un building qui leur est tombé dessus, même eux, ils ne semblent pas être au courant. Puis au travers du dialogue qui est écrit par Brad Meltzer, qui est aussi un romancier à la base, si je me souviens bien,
tu comprends que c'est pas des héros qui se connaissent. Non. Ils se connaissent peut-être de vue, mais ils n'ont pas une relation établie qui est profonde ou qui est de proximité. Ils ont peut-être commencé une aventure, peut-être 6 pages avant, puis ils ont commencé à se connaître à travers ces 6 pages-là, puis ils sont rendus à ce point-là. À ce point-là. Oui, ça fonctionne. Je trouve que c'est un bon point de chute, un bon point de départ, et c'est l'histoire que j'ai trouvé qui était la plus forte, parce que oui, on a utilisé un page count qui était limité, mais il y en a un petit peu plus que les autres, fait qu'il peut y respirer un peu plus. Puis quand l'histoire, pour moi, je pensais qu'elle est terminée, il y a quand même une conclusion à la fin avec un cœur où Spider-Man et Superman ont eu un échange de mémoire parce que c'était le symbiote qui était collé sur les débris. Donc, ils se sont brièvement connectés et donc ils se sont connus entièrement, ce qui est un peu weird. Mais Spider-Man a avoué à Superman qu'il pensait qu'il faisait ça par comment on pourrait dire ça? Pas par regret, obligation, culpabilité. Oui. Puis il y a une belle morale où seul Superman peut le faire à la fin, où il dit non, tu le fais pas pour ça, si tu le fais pour d'autres raisons. Puis ça vient comme bien mettre une petite boucle, je trouve, sur l'histoire. Et il y a du fanservice où tu as Venom est là. Venom, un de ses talons d'Achille, c'est les sons forts. Fait que Superman utilise son clap pour le retirer de lui-même. Il y a du nerd shit parce que le symbiote fusionne avec Superman. J'ai aimé ça pour ça. Mais sinon, le reste, c'est... La dynamique entre Spider-Man et Superman était vraiment bonne aussi. Je trouve. Bonne. Il y avait, tu sais, il y a le côté très stoïque de Superman qui est comme mis en contraste avec le côté plus funny de Spider-Man qui fait des jokes, puis le Superman qui essaie de faire des jokes, mais ça marche pas. Puis ça, j'ai beaucoup aimé ça. Il y avait des pairings comme ça tout au long des histoires que je trouvais ça valait la peine juste pour ça. J'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé The Thing et Hulk. Oui. Qui ont un moment où est-ce qu'ils sont comme, hey, regarde, c'est correct d'être fâché. Là. On va se parler. On va se parler. Puis des fois, c'est juste parler, c'est suffisant. T'sais. Puis ça, ce bout-là, c'était la fin vraiment, vraiment bonne d'une histoire qui était vraiment poche jusque-là. Ça commençait juste de la tapoche en plein milieu du centre-ville. Comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Puis là, ça finit avec ce beau moment-là. Puis j'ai bien aimé ça. Puis les deux personnages dans le canon de Marvel ont aussi cet affrontement-là tout constamment. Il y a eu des combats de Thing, Hulk. OK. C'est comme une manière d'expandre un peu sur la relation que ces deux personnages-là ont. Oui, j'avais comme oublié dans ma tête qu'ils appartenaient à deux maisons d'édition différentes. Non, c'est le même. Parce que c'est comme des personnages très similaires aussi. Oui, quelque part, ouais. Puis il y a quelque chose d'intéressant dans le sens aussi que les fans veulent tout le temps que Hulk et Superman se battent un contre l'autre. Ça, c'est parce que c'est Hulk est le plus fort de l'univers de Marvel. Superman est le plus fort de l'univers de DC, puis on veut tous savoir c'est qui t'approche le plus fort. Puis c'est comme un désir de toutes les fans. Et quand ils ont leur fameuse confrontation, ils se donnent pas de coups de poing. Ça, c'est dans les bons moments de la bande dessinée que j'ai vraiment aimé. Ils se donnent pas de coups de poing. Superman fait ce que Superman fait bien. Il lui parle, il le calme et Hulk reprend le contrôle de qui il est. Comme seul Superman est capable de faire. Et je trouve, ça c'était le moment que, tu sais, quand tu flippes les attentes. Je trouve ça, je trouvais ça intéressant. Puis l'autre BD aussi que je rajoutais que j'ai bien aimé, parce qu'on a commencé qu'on était très négatif, il y a quand même des beaux moments dans cette BD-là. J'ai aimé le moment de Superman et Miles Morales, parce que Miles Morales est rempli de doutes avec lui-même, et il n'y a pas meilleur papa que Superman. Et son speech, puis comme ça, puis comment il parle, puis qu'il calme le jeu avec Miles Morales, je sais pas, cette BD-là aussi, je l'ai bien aimé. Ouais, je pense que c'est l'histoire, c'est The One Thing. C'est écrit par Bendis, Brian Michael Bendis, qui est le co-auteur de Miles Morales, parce que Miles Morales a vu le jour dans Ultimate Spider-Man jadis, il y a très, très, très longtemps, et c'est le co-auteur. Fait que je trouve ça cool qu'il ramène Bendis, qui a aussi d'ailleurs écrit Superman par la suite, quand il est allé chez DC, pour écrire cette petite histoire-là. Puis celle-là, elle fonctionne. Puis Superman qui parle à Hulk, ça fonctionne. C'est ça qui est plate. Je pense que j'aurais pris un numéro spécial de 75 pages. Un single, ça va. C'est un one-shot qu'on appelle. Là. C'est comme un numéro spécial, mais une histoire complète. Reprends l'histoire. Je sais pas si ça aurait fonctionné autant, mais celle de Brad Meltzer, Our Kryptonite avec Pepe Larraz, puis tu fais une histoire complète de 75 pages. Là, j'ai l'impression qu'ils font tellement pas souvent de crossover. C'est plus comme les 90s. Décidément, les 90s, c'est un sous-thème de l'épisode cette semaine. Fait que là, ils veulent en mettre plein. Fait qu'ils font plein de petites histoires. Mais tant qu'à ça, j'ai l'impression... Tu sais, je veux pas manger un gâteau quand il est à moitié cuit. Là. Ça vaut pas la peine, même si tous les ingrédients sont là. Je veux que c'est quand il a levé,
voyez mon analogie de gâteau, ça marche? Ah oui. Ouais. Fait que c'est la même affaire pour moi. C'est que je suis resté déçu. J'ai pas haï ça. On a lu pire à l'émission. Ouais. Mais j'aurais aimer plus ça. Je pense, tu sais, sans avoir des attentes, quand j'ai su que c'est Superman et Spider-Man, tout de suite, je me dis, c'est intéressant. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. T'as déçu encore. Puis, mais tu sais, il y avait, sans avoir des attentes, comme j'avais le goût que ça soit bon, puis ça n'a pas levé. C'est ça, c'est exactement, ton analogie de gâteau est parfaite. Ça lève pas. Puis tu sais, même, parce qu'il y a d'autres aventures, là, tu sais, t'as Wonder Woman, puis Thor, mais Madame Thor. Oui, Madame Thor, Jane Foster. Puis ça aurait pu être intéressant, puis bon, mais t'as comme c'est grosse exposition dès le début, un peu de tapoche, pas de conclusion, c'était comme... Beaucoup de prophéties, puis d'affaires, puis de trucs que je comprenais pas, puis j'étais comme... Puis moi non plus, bien franchement, je vois pas à quoi il faisait référence, vraiment. On dirait que je pense que c'était toutes des rencontres manquées, puis c'est ça qui est... C'est plus la frustration. Tu te dis, oui. Jane Foster puis Wonder Woman, tu sais, ça va faire quelque chose d'intéressant. Tu sais, Lady Thor contre... Thor, elle s'appelle Thor. Là. Je rajoute Lady Thor juste pour que le monde comprenne, parce que son nom, c'est Thor. C'est pas grave que son nom soit Thor. Qui a été écrit d'ailleurs par, je me souviens plus, Colin. Jason Aaron. C'est Jason Aaron qui a écrit originalement dans le temps aussi. Oui, qui avait écrit tout de suite après God of Thunder. Oui, qui était super bon. On avait parlé à l'émission. Avec le God Butcher. Le God Butcher qui a fait finalement son apparition dans Marvel Comics au cinéma plus tard. Ouais, tellement bon cette série-là. C'était super bon. C'est une grosse critique de la religion aussi. C'était spécial la façon que c'était structuré. Mais ça aurait été hot. Fait que c'est ça. J'ai l'impression que notre déception découle plus, pas tant de la qualité de la BD, quoi qu'elle laisse à désirer, mais du fait c'est une occasion manquée, puis il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Puis je pense que les moments où la BD shine vraiment, c'est dans les moments doux de conversation. Puis tu sais, on en avait quand même beaucoup, mais il y avait beaucoup de tapoches qui me gossaient entre tout ça. Tu sais, j'ai quand même aimé les moments de Gwen Stacy puis Lana Lang. Là, c'était quand même c'était le fun. Le Ghost Spider puis Supergirl aussi. Tu sais, des moments où ils peuvent s'asseoir puis juste comme leur personnalité ressortent à travers des conversations qui les contrastent, puis ça fait ressortir des côtés de leur personnalité qui ressortent pas habituellement. Ça, je trouvais ça intéressant, mais c'est ça, c'est juste comme 4 pages, là, tu passes à la prochaine histoire, 4 pages, tu passes à l'autre histoire, c'est comme, t'as pas le temps. Oui, puis pourtant, ça prend à peu près 45 minutes, 1 heure lire cette bande dessinée-là. Si vous y allez comme un rythme de lecture lent, là, ou plutôt régulier, pardon. Puis c'est long. Là, quand on fait une critique, ça me prend généralement plus de temps parce que je prends des notes en même temps. Je vais prendre des notes, je vais essayer de regarder, y a-tu des easter eggs dans l'art, puis tout ça, je vais prendre vraiment plus de temps. Mais parlons de l'art, justement. Je trouve que, je pense que ça a tout été fait par des dessinateurs complètement différents. Mais on dirait qu'il y avait comme une ligne directrice d'y aller un peu rétro, trait de crayon. Ça dépend des histoires, en fait, parce que celui où tu as Spider-Man noir, tu remarqueras que le logo de Superman est le logo de son époque. Oui, dans les années 30. Exactement. C'est là où l'histoire se campe. Puis d'ailleurs, il ne vole pas dans cette série-là parce que quand Superman est arrivé la première fois, il ne faisait que sauter. Il ne volait pas. Fait que ça dépend vraiment. Il pouvait sauter par-dessus un building avec un seul bond. C'est incroyable. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'il arrive avec Lex Luthor, justement. Puis il rebondit. Il rebondit parce qu'il ne volait pas à cette époque-là. D'ailleurs, il y a un super bel hommage à Amazing Fantasy. La fameuse couverture où est-ce que Spider-Man qui a un truand sous le... Non, c'est pas Amazing Fantasy. C'est Amazing Fantasy? Ouais, là, j'ai un blanc de mémoire. Ouais, c'est Amazing Fantasy. Fait que là, t'as comme un hommage à ce cover-là où il tient Lex Luthor sous son bras comme il tient le truand dans la page couverture. C'est un petit clin d'œil. Mais sinon, je sais pas si c'était plutôt rétro. Je pense que certaines personnes ont voulu plus camper leur histoire dans quelque chose qui était plus ancien. Ou... Il y en a un qui fait un peu, tu sais, celui avec les filles, il fait un peu Archie, là, Gwen oui, Stacy. C'est vrai. Puis, c'est ça qui est un peu plate de cette histoire-là, c'est que c'est deux personnages féminins qui ont une conversation ensemble pour sur parler de leur chum. Hey, ouais, ça passe pas le Bechdel test. C'est ça, je sais pas dire, ça passe pas le test pantoute. Non, c'est ça. Puis, mais intéressant contraste parce que tu penses que la rousse c'est finalement Mary Jane, mais finalement c'est Lana Lang qui était la copine de l'époque de Superman. Que je connaissais pas. Quel twist! Quel twist incroyable, Yoann. Quel twist incroyable. Bon, on a-tu fait le tour? Ah oui, puis il y a aussi l'histoire Ghost où c'est que t'as Steel qui a un marteau. Puis là, Thor il arrive puis il y a un marteau. C'est pour ça qu'ils sont ensemble, ils ont des marteaux. Ça, c'était insupportable, cette histoire-là. L'histoire était dégueulasse. Ouais. Le dessin aussi de cette histoire-là était affreuse. Ouais, mais ils ont des marteaux. Mais c'est ça, mais comme. Pour ça fait que c'était le Green Goblin contre un Superman de métal. C'était le Hobo Goblin contre Superman de métal qui s'appelle Steel, qui est un personnage qui a été introduit dans les années
90. Ah! Suite à la mort de Superman. Et pour une raison X, il se rend compte. Puis Thor est là avec sa vieille coupe de cheveux des années à peu près 90. Mais ils ont des marteaux, c'est pour ça qu'ils sont des amis. Ouais. C'est pour ça que toi puis moi, on est amis, Yoann. On s'était rencontrés dans le temps dans le lobby de Fantasia et t'avais ton marteau. Moi, j'avais un marteau. On s'est vu à ça. Hey, t'as un marteau! Hey, merci les gars d'avoir été là cette semaine. J'avais pas d'entrevue, puis on a fait une mission vraiment pleine d'énergie. J'aime ça me booste pour ma semaine. Fait que bien content que tu as accepté, Antoine. Merci, toujours Yoann, plaisir également. d'être ici, puis content de t'avoir rejasé, Yoann. Ben oui, c'était un grand plaisir. On va peut-être se revoir au spatial du Sapin les Boules dans Yes. quelques mois. On va peut-être se revoir avant ça. Oui, j'espère on va qu'on se revoir à la lutte. À la avant lutte. ça. Oui, c'est vrai, la lutte. Oui. J'ai hâte. Ça, c'est ce samedi d'ailleurs. Si vous voulez, c'est pour Top Chrono. Ah, là, les gens vont être mélangés. Il y a trop de Il y a galas. trop d'affaires de lutte. Mais oui, fait que là, il y avait le AEW qui était la grosse affaire. Après, il y avait en juillet. Oui, là, avant ça, il y a l'affaire moyenne qui est le Mystery Wrestling. Qui est en juillet. Puis avant ça, il y a l'affaire un peu plus petite au Osgang Plaza. Ça, qui c'est est samedi. sans restriction. Sans restriction, ouais. Ouais. C'est ça, voilà. Fait que, venez au Osgang en fin de semaine. C'est ça, on va être là. OK, faites attention à vous autres. On se voit la semaine prochaine. Allez faire un retour sur notre Patreon. Merci. Ciao. Bye-bye. Bye.